y aller, monsieur Taillet, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, bonjour. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet environnemental de l'autoroute A69. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur Patrick Berg, donc vous êtes directeur de la DREL Occitanie, monsieur Maxime Queneau, directeur du territoire départemental du Tarn. Merci de votre présence aujourd'hui à cette audition dans le cadre de la commission d'enquête. Les auditions que nous menons depuis le début mars ont montré le rôle important que jouait la DREAL Occitanie et la DDT du Tarn. Vos services ont mis en œuvre le projet de l'autoroute A69 dans un cadre juridique complexe. Vous avez ainsi assuré la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la parution de la déclaration d'utilité publique et vous êtes notamment en charge d'examiner les avis de plusieurs instances consultatives. Vous veillez aujourd'hui à la légalité des opérations afin que la procédure ne soit pas entachée de vices de forme. Vous constituez également l'interface entre les élus du territoire et le concessionnaire de l'autoroute. En résumé, vous rappelez qu'une autoroute concédée demeure un service public et que les services de l'État veillent au respect des lois et des règlements qui entourent un tel projet, notamment les textes relatifs à la prise en compte de l'environnement. Votre audition doit nous permettre de vérifier que le principe de légalité a été respecté sur le projet de l'autoroute A69. Au fond, vous êtes, je dirais, les deux pièces centrales de nos auditions qui vont nous permettre de déterminer si le montage juridique de l'autoroute A69, puisque c'est l'objet de la présente commission d'enquête, a été évidemment respecté dans les procédures qui nous occupent. Je sais également, et vous le savez aussi également, qu'il y a un contentieux qui est pendant devant le tribunal administratif de Toulouse sur l'autorisation environnementale. Et donc, un certain nombre de questions pourraient être de nature à vous empêcher sur certaines réponses. Vous nous préciserez évidemment si c'est le cas et si oui, lesquelles. Je vais devoir satisfaire un certain nombre d'obligations formelles, non seulement celle de vous préciser que cette audition est publique et donc elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale, mais également de vous demander de prêter serment en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vais donc préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure », monsieur Patrick Berg. Monsieur Maxime Queneau. Merci, messieurs. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Messieurs Patrick Berg et Maxime Queneau, de venir devant notre commission d'enquête. En fait, vous avez été convoqués, mais donc merci quand même d'avoir fait le déplacement. Comme l'a indiqué le Président, à la DREAL Occitanie, la DDT du Tarn ont joué et continuent de jouer un rôle crucial sur la conduite du projet, puis du chantier de l'A69. Alors, cette commission d'enquête, pour l'instant, n'a pas relevé d'entorse notable au principe de légalité, mais encore faut-il s'entendre sur le sens de principe de légalité, puisque les actes juridiques qui se sont succédés sur l'A69 ont en effet respecté, semble-t-il, à ce stade, les procédures. Pour autant, nos auditions ont mis en lumière de sérieuses interrogations sur le contenu des études qui ont servi de support à l'élaboration de ces actes, comme par exemple la qualification des terres déjà artificialisées pour des terres agricoles, alors que la question et la notion d'artificialisation ne correspondent pas aux terres agricoles, encore la délimitation des zones humides qui sont sur la base de rapports qui ont été faits par Biotop, merci. On voit bien que vous avez suivi le dossier. Sont contestés par des contre-expertises et également une de nos éditions qui a montré que l'annonce de la plantation de 5 fois plus d'arbres que d'arbres coupés constituait une grossière opération de communication. C'est donc bien le triptyque ERC, éviter, réduire, compenser, qui est mis en cause car il apparaît mal, voire parfois très mal évalué. Et donc, par voie de conséquence, même si en effet les procédures ont été respectées dans leur déroulement, si elles ne sont fondées que sur du sable ou des erreurs, en effet, eh bien, on ne peut pas dire que le principe de légalité a été respecté. Alors, en résumé, donc, les actes peuvent être légaux, mais le contenu de plusieurs études préalables à DUP ou à l'autorisation environnementale est sujet à caution.
Et nous aurons sans doute les mêmes interrogations sur les hypothèses économiques et sociales qui sous-tendent cette autoroute, comme par exemple l'évaluation du trafic, comme par exemple la notion d'enclavement ou de sécurité routière, le temps gagné, mais ça nous le verrons dans un deuxième temps, puisque comme vous le savez, nous évoquons d'abord le volet environnemental, puis le volet socio-économique et donc les conséquences sociales en termes de tarifs, et enfin le volet financier au regard des annexes du contrat qui nous a été communiqué et les annexes également non grisées. Donc je vous ai adressé un questionnaire qui a été communiqué à l'ensemble de mes collègues, comme vous pouvez le savoir, puisque je souhaite que cette commission donne à l'ensemble des participants favorables ou défavorables à la 69 la totalité, la globalité de l'approche de cette question et de ces questions, afin que tous aient le même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à cette audition. Donc vous pouvez répondre à ces questions par écrit pour compléter de façon très précise, mais vous pouvez également vous en servir de guide dans le cadre de vos réponses et ainsi rappeler la question qui est posée par rapport à la réponse que vous faites ou adopter une forme d'introduction si vous le souhaitez, mais en tout état de cause de veiller à répondre aux questions pour que celles et ceux qui nous suivent puissent s'y retrouver dans les réponses que vous faites. Et l'articulation entre vous deux au gré des réponses et des questions qui sont posées. Je vous remercie. Messieurs les directeurs, dans l'ordre qui vous plaira. Parce que j'arrive pas. Ouais, mais je peux parler, en fait, sans que tu coupes. Ah, d'accord. Ouais, c'est le privilège du président. D'accord, alors c'est mon privilège aussi de le laisser allumer. Ah, tu peux. Voilà. Monsieur Berg, monsieur Queneau, dans l'ordre qui vous plaira. Oui, alors écoutez, peut-être que je vais démarrer. D'abord, je vous remercie de votre accueil républicain, qui nous permet effectivement de mettre en évidence les responsabilités qui sont les nôtres. Alors, comment dire, les deux services sont différents, ils ont des responsabilités différentes dans l'absolu, et ils ont des responsabilités différentes aussi sur ce projet tout particulièrement. Alors, l'ADREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, c'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Une direction départementale des territoires comme celle du Tarn est un service, une direction départementale interministérielle, voilà, qui porte. Alors, nous portons tous les deux les politiques du MTECT, ils portent des politiques d'autres ministères, mais nous avons un statut un petit peu différent. Moi, je suis un service qui est intégré au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. J'y reviendrai sur la question sur est-ce qu'il y a des priorités à faire dans les différentes missions. En ce qui concerne le projet, et nous avons des missions différentes. C'est-à-dire, une REAL et une EDT, ça n'a pas les mêmes compétences, pas les mêmes expertises et les mêmes missions. En ce qui concerne le projet, en réalité, donc, vous l'avez identifié, il y a 3 blocs de décision qui sont intervenus jusqu'à présent sur le projet. Vous avez donc effectivement la déclaration d'utilité publique, qui est en fait un acte qui permet fondamentalement qui a trait au droit de propriété, qui permet d'acquérir des terrains, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, par rapport au droit de propriété qui, dans ce pays, depuis la Révolution française, est un droit fondamental. Après, il y a donc eu la mise en concession. Alors, la DUP sur un projet de cette ampleur, c'est un décret en Conseil d'État, sachant que le projet dans son ensemble, c'est la somme du décret la DUP, c'est la somme du décret en Conseil d'État déclarant la 69 d'utilité publique, mais aussi d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'élargissement de l'autoroute A680 qui était préexistante et qui existe actuellement sous la forme d'une route bidirectionnelle, même si on l'appelle autoroute. Donc ça, c'est la DUP. Après, vous avez effectivement la mise en concession qui est entièrement pilotée par l'administration centrale du ministère des Transports. Donc je crois que vous la rencontrez dans quelques jours. L'ADREAL a joué un rôle puisque dans l'ensemble des consultations sur les offres, l'ADREAL a été consulté en son temps, c'était en 2021, sur les différentes offres reçues par le ministère au niveau central. On a été consulté sur 2 aspects, l'un thématique, l'autre plutôt de méthode. L'aspect thématique, c'était sur le volet paysager, puisque la compétence paysagère, elle est à l'ADREAL, c'est l'inspection des sites et des paysages, qui est une des composantes de l'ADREAL. Et on a été consulté également sur quelque chose de plus transverse, qui était notre appréciation de la conformité des 3 offres au dossier des engagements de l'État. Le dossier des engagements de l'État, c'est un document qui a toujours lieu d'être après une DUP dans son prolongement
et qui liste les engagements pris par l'État. Et donc la question était posée de savoir si les offres avaient compris le contenu, l'esprit du dossier des engagements de l'État. Je donne souvent cet exemple, c'est dans le dossier des engagements de l'État qu'il y a par exemple les engagements pris en matière de compensation collective agricole. Voilà. Donc ça, c'est la mise en concession, c'est l'échelon central qui est en responsabilité, alors qui consulte plein de partenaires. L'Adréal n'est qu'un de très nombreux partenaires consultés. Et puis après, vous avez effectivement l'autorisation environnementale, où là, vous avez le guichet unique, c'est la DDT du Tarn, sachant que l'Adréal intervient sur 2 aspects plus particuliers. 3, s'il y a un aspect spécifique sur les paysages, s'il y a par exemple des paysages protégés au titre de la loi sur les paysages. Là, il n'y en a pas. Donc en fait, c'était un avis simple, mais pour autant, on a rendu un avis. J'y reviendrai dans le courant, c'est une partie de la question numéro 3. Et on a rendu un avis, je dirais, en termes de réglementation, si vous voulez, d'une part sur la protection stricte des espèces, puisque dans l'ensemble des compétences nécessaires pour constituer une autorisation environnementale, la partie protection stricte des espèces et dérogation éventuelle, c'est instruit par l'Adréal, c'est un service de l'Adréal. Et l'autre aspect, le troisième aspect sur lequel on a été consulté, c'est aussi un aspect réglementaire, c'est au titre des 2 centrales d'enrobés temporaires qui faisaient partie du dossier de demande d'autorisation environnementale. Et là, c'est encore un autre service de l'Adréal qui est compétent. C'est en l'occurrence l'unité interdépartementale Tarn-Aveyron qui est compétente pour le Tarn et qui a émis un avis, qui a émis d'ailleurs 2 avis en réalité, un premier et puis un deuxième sur lequel je reviendrai. Voilà un petit peu l'architecture pour ce qui est de l'Adréal. En ce qui concerne la DDT, donc effectivement, direction départementale interministérielle qui porte des politiques publiques du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et puis également quelques politiques du ministère de l'Intérieur. Donc au niveau départemental, notre rôle est d'être le service instructeur de l'autorisation environnementale de l'autoroute A69. De la seule autoroute A69, puisque l'autoroute A680 qui se trouve en Haute-Garonne est instruite par les homologues de la DDT 31. Et donc à ce titre-là, deux missions essentielles. D'une part, être l'ensemblier de l'instruction, puisque le régime d'autorisation environnementale, on y rentre par l'aspect IOTA, ouvrage sur cours d'eau, c'est ça qui fait rentrer dans le régime d'autorité environnementale. Donc on est le service instructeur. Et puis, de la même manière que l'Adréal est l'experte concernant les ICPE, ou les paysages, ou la biodiversité, la DDT est elle-même experte, notamment tout ce qui touche loi sur l'eau et défrichement. C'est pour ça que vous voyez dans le dossier un avis que la DDT se fait à elle-même. C'est simplement bien distinguer les 2 casquettes avec lesquelles on intervient. Si je rentre un peu dans le détail de la procédure, et ça répond à la première question, ça répond peut-être plus à la seconde sur le côté itératif que vous aviez relevé, Madame la rapporteure. Il faut distinguer effectivement peut-être trois temps dans la constitution d'un dossier. Le premier temps, c'est la phase amont, c'est-à-dire avant le dépôt du dossier par le pétitionnaire. Et donc, dès qu'Atosca a été désigné attributaire pressenti à l'automne 2021, ils ont pris contact avec nous et on a eu un cycle de réunions avec les différents services experts de l'État pour donner ce fameux cadrage amont, dire à quoi est-ce qu'il fallait faire attention, comment s'y prendre, et puis que les services aussi, tous les services de l'État, prennent du mieux possible connaissance du dossier, de ses grandes dimensions. On entre ensuite, à proprement parler, dans la phase d'instruction, quand le dossier est déposé. Donc, en l'occurrence, il est déposé en janvier 2022. Et le Code de l'environnement nous donne 5 mois pour instruire ce dossier. C'est un dossier qui est d'une certaine ampleur. Et donc, nos équipes, très vite, ont compris qu'il était important de ne pas perdre 1 minute pour instruire un tel dossier. Et c'est pour ça que dès son dépôt, vous avez une demande de complément qui est faite, puisque dès son dépôt, on a pu regarder et voir si toutes les pièces étaient présentes ou pas, toutes les pièces annoncées étaient présentes ou pas. En l'occurrence, ce sont des difficultés informatiques qui ont fait que certaines pièces étaient absentes. Donc c'est pour ça que l'instruction, dès le lendemain, dès le 20 janvier, fait l'objet d'une demande de complément. Donc formelle à ce stade, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ouvert chaque pièce, mais on a vérifié si toutes les pièces nécessaires étaient déposées. Ce n'était pas le cas. Et deuxième demande de complément, le 27 janvier, un peu dans la même logique, pour demander notamment les dispositions communes aux 2 dossiers A680 et A69,
et puis l'étude d'impact actualisée à la 680. La complexité qu'il faut peut-être voir, c'est que du point de vue de l'évaluation environnementale, on est face à un dossier unique, qui est de relier Toulouse à Castres par une voie autoroutière. D'un point de vue réglementaire, autorisation environnementale, on a deux porteurs de projets distincts qui déposent deux dossiers, chacun auprès de leur préfet, et donc que chacun instruit. Et donc là où on en est arrivé, c'est de dire, il y a certes deux dossiers, mais compte tenu du fait que vis-à-vis de l'évaluation environnementale, ça paraît plus satisfaisant de considérer que ce n'est qu'un seul dossier, on a demandé aux deux porteurs de projets de fabriquer ensemble une étude d'impact et de la déposer de manière conjointe auprès de l'autorité environnementale, et ensuite de conduire une enquête publique unique, justement par égard au fait qu'en réalité, c'est un dossier qui fait sens et qu'il n'y aura pas vraiment de raison du point de vue de l'information du public ou de l'évaluation environnementale de le couper artificiellement en suivant les régimes de concession et d'exploitation des autoroutes. Donc demande de compléments formels qui ont été remplis par Atosca. Et une fois que le dossier était complet, on a pu consulter tout un tas de services experts, de l'État ou pas de l'État d'ailleurs, avec des consultations obligatoires qui sont les deux unités départementales d'architecture et de patrimoine, puisque le projet avait un impact sur des monuments historiques, l'ARS Occitanie et puis les deux commissions locales de l'eau. Par ailleurs, on a demandé des contributions à tous les services experts de l'État que je peux vous citer, les DDT, la DRAC, l'ADREAL et son unité départementale, l'OFB, l'Institut national des appellations d'origine, notamment. Une fois reçus tous ces avis, on vérifie la régularité du dossier, c'est-à-dire est-ce que finalement, quand on ouvre le document, est-ce que ce dossier, les études sont faites correctement, respectent les cadres méthodologiques prescrits, respectent la procédure ERC, éviter, réduire, compenser, etc. Et donc, ça donne lieu à un avis de régularité auprès du porteur de projet. Donc, c'est plus de 50 pages. On annexe tous les avis formulés par les différents services en disant voilà la version maximaliste de toutes les remarques qu'on peut vous faire sur ce dossier, tous les points qui nous semblent nécessaires d'être améliorés, d'être précisés. Alors, sur un tel dossier aussi volumineux, il y avait beaucoup de remarques de forme, de cohérence interne, mais aussi évidemment des remarques de fond. Atosca nous répond en juin, et donc on est capable de lancer la deuxième phase de l'instruction, qui est la saisine de l'autorité environnementale. L'ADREAL consulte le CNPN dans le cadre de la dérogation espèces protégées. Et puis, on attend donc les réponses qui arrivent à l'automne de ces deux organes, qui nous permet ensuite, une fois qu'on a donc fait la phase amont, le dépôt du dossier, l'instruction administrative, qui nous permettent ensuite de lancer l'enquête publique, donc à l'automne jusqu'au 11 janvier. Et enfin, dernière phase, donc courant février, c'est le rendu du rapport du commissaire enquêteur, la prise en compte par l'autorité qui autorise ou non le projet, et puis la signature du projet d'autorisation. Donc voilà, peut-être rapidement brosser les différentes étapes qui peuvent expliquer ce sentiment d'aller-retour et de demande de compléments incessantes, mais qui sont bien scandés. Le rôle, comme je le conçois de la DDT, c'est vraiment de vérifier la conformité du projet aux réglementations auxquelles il est soumis. Donc, en l'occurrence, l'autorisation environnementale, donc on y entrait par les IOTA, donc le volet loi sur l'eau, et l'embarquait la dérogation aux espèces protégées, l'absence d'opposition aux incidences Natura 2000, l'enregistrement des ICPE, l'autorisation de défrichement, qui relève du code forestier, et puis l'autorisation au titre du code du patrimoine. Donc 6 volets dans cette autorisation. Et donc voilà, notre travail, c'était vraiment de vérifier la conformité du projet à ces points réglementaires et à eux seuls. Parce que par sécurité juridique, il était compliqué d'aller sur des champs qui ne sont pas prévus par la réglementation, de mettre des prescriptions qui n'étaient pas prévues, au risque de faire, encore une fois, courir un risque juridique à ce dossier. Merci. Madame la rapporteure. Oui, alors bon, soit on déroule au niveau des questions qui ont été posées.
sur les avis que l'ADREAL a rendus en juin 2022, puis l'une par l'unité interdépartementale, donc Tarn, et l'autre la direction de l'aménagement. Donc j'imagine que vous pourrez nous transmettre ces avis, mais pourriez nous en résumer peut-être leur contenu d'ores et déjà, et donc observer que par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Queno, quand vous dites que par rapport à l'avis de régularité, vous avez mis des réserves et qu'ensuite vous avez eu communication de certains documents, donc vous considérez que toutes les réserves que vous avez émises ont été levées, et donc vous considérez que par rapport à ce que j'ai pu dire en introduction, la qualité des expertises concernant les zones humides est bonne, la qualité des expertises par rapport aux espèces protégées et aux dérogations 162 espèces est bonne, que par rapport à la question des ressendements d'eau, il n'y a pas de sujet, et ensuite par rapport à la question du remplacement des arbres, il n'y a pas de problème, et enfin, je pourrais dire d'autres éléments, et par rapport à la question de l'artificialisation des terres agricoles qui ont été évaluées comme artificialisées par rapport à la compensation, ERC, il n'y a pas de souci non plus. Est-ce que vous me confirmez cela, ou est-ce que vous l'infirmez? Alors, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où le service instructeur, la DDT, propose au préfet d'autoriser un projet, c'est qu'effectivement, on considère que l'ensemble des études, de la phase ERC, de l'ensemble des mesures qui sont mises en place sont suffisantes, sont pertinentes, ont respecté les méthodologies établies. Et j'allais dire, si on a des doutes, et on a pu en avoir sur certains points, ça se traduit par des prescriptions dans l'arrêté. On demande effectivement, par exemple sur le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, eh bien que le pétitionnaire nous transmette ses plans d'exécution 30 jours avant mise en œuvre, pour vérifier qu'effectivement, on n'a aucune difficulté dans la mise en œuvre de l'autorisation. Après, sur certains points, mais on y reviendra peut-être plus tard, il y a aussi, il faut se méfier des mots. Sur la question de l'artificialisation, par exemple, en réalité, ça a été pointé au premier comité de suivi des mesures compensatoires. Le sujet, c'était plutôt que Biotope avait considéré effectivement qu'il y avait des hectares de terres agricoles qui étaient anthropisés. C'est-à-dire que l'action de l'homme avait fait qu'à ces endroits-là, la biodiversité était peut-être moindre qu'ailleurs. Je crois d'ailleurs que l'autorité environnementale ne le remet pas forcément en cause. Sur la question de l'artificialisation à proprement parler, c'est un autre registre. Et effectivement, le législateur a donné un cap sur l'absence d'artificialisation nette à long terme. L'absence d'artificialisation nette, ce n'est pas l'absence d'artificialisation. C'est-à-dire qu'il faut construire, non pas ne plus construire, mais construire là où c'est pertinent. Je viens d'un département qui avait un passé assez fort de fonderie et qui utilisait la force motrice de l'eau, qui s'est un peu écroulée. Et donc on se trouvait dans une situation où on avait des friches industrielles en bord de voies d'eau, artificialisées donc, et puis à côté des développeurs qui préféreraient faire des plateformes logistiques à proximité de l'autoroute, un peu plus loin, etc. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on interdit l'artificialisation, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, construisons mieux, construisons là où il y a le besoin, et en contrepartie, renaturons ailleurs. Typiquement, on peut renaturer des friches industrielles, retrouver des cours d'eau qui ont une belle figure, et en même temps servir à l'économie en construisant des plateformes là où il y en a besoin. Mais là, c'est un peu pareil en réalité, c'est-à-dire qu'on a un objectif d'artificialisation avec une enveloppe donnée, et le législateur a dit, il y a une partie de l'enveloppe que je mets de côté, que je réserve pour des projets d'envergure nationaux. La 69, pour l'instant, est proposée par le ministre pour rentrer dans cette enveloppe-là. Donc on ne méconnaît pas, si vous voulez, l'artificialisation, simplement on se dit c'est un projet d'intérêt supérieur qui ce serait injuste de laisser à la charge du petit territoire, de la petite communauté de communes qui le supporte en termes de degré d'artificialisation. Donc on le reporte dans une enveloppe nationale, mais qui au global est décompté sur l'ensemble des droits nationaux artificialisés. Donc si vous voulez, ce projet respecte absolument l'esprit du ZAN tel qu'il a été conçu par le législateur. Alors, si je peux me permettre, ce dont je vous parlais, ce n'était pas du ZAN. Parce que j'entends bien qu'effectivement, les préoccupations aujourd'hui de certains élus locaux, c'est de faire rentrer dans une enveloppe nationale des zones qui leur permettraient d'échapper aux ZAN locales. Mais ce n'est pas cela dont je parle. Ce dont je parle, c'est au moment de l'évaluation pour la compensation et pour les mesures de compensation. Ce dont je parle, c'est si vous me répondez que les évaluations qui ont été faites sur la qualité de certaines terres qui ont été considérées comme zones humides sont bien des zones humides,
Si vous considérez que les coefficients qui ont été appliqués pour les terres agricoles sont les bons coefficients parce qu'elles ont été considérées comme des terres agricoles qui peuvent être évidemment ensuite compensées par des terres agricoles, et si vous considérez en effet que toutes les études qui ont été faites, qui sont par ailleurs contestées, vous le savez, et donc correspondent véritablement à la réglementation, la réglementation non pas dans le délai dans lequel le rapport a été fourni, mais dans l'évaluation du nombre d'hectares qu'il convient de compenser. Et par ailleurs, puisque vous nous en avez parlé, vous nous dites que tout cela peut être vérifié, à tout le moins évalué dans le cadre des plans de gestion à fournir à la DDT. Et donc, effectivement, vous avez dans l'arrêté interdépartemental, en page 39, en page 57, des évaluations sur le plan de gestion qui est à vous fournir, donc par le comité de suivi des mesures compensatoires. Et donc, quand est-ce que vous les avez évalués, puisqu'ils sont à fournir dans un délai de 6 mois pour les uns, dans un délai de 3 mois pour les autres, notamment le plan d'exécution du rescindement, page 47, 48, enfin vous le connaissez aussi bien que moi, et également des 106 ouvrages provisoires de gestion des eaux fluviales. Et donc, est-ce que vous, à ce stade, vous me confirmez à la fois que les évaluations pour les mesures compensatoires ont été correctement faites et également que les plans de suivi et les plans de gestion tels qu'ils vous ont été communiqués correspondent aux évaluations telles qu'elles ont été faites et aux préconisations réglementaires telles qu'elles doivent être se tenir. Peut-être un élément complémentaire en rebond et peut-être un peu plus macro. On a vu le concessionnaire communiquer sur le fait que l'artificialisation nette du tracé avait été limitée à son maximum, je crois en réduisant d'un peu plus de 10% l'artificialisation nette, et en communiquant aussi également sur la renaturation de plus de 200 hectares. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous intervenez, que vous vérifiez. Comment est-ce que les choses se passent de vos côtés? Peut-être en complément et d'un point de vue un peu plus macro. Oui, merci. Donc, pour répondre précisément, je reviens donc à ma première réponse. Effectivement, à partir du moment où le service instructeur met à la signature d'un préfet l'autorisation, c'est qu'effectivement, il considère que l'ensemble des études ont été faites correctement, que les mesures sont bien proportionnées. Et là où il y a des doutes, on demande que les choses nous soient précisées avant l'exécution. En l'occurrence, les plans de gestion nous ont été transmis dans le délai des 6 mois. Ils sont en cours d'examen conjoint par la DDT et l'ADRIAL, puisqu'ils relèvent aussi de compensation pour les espèces protégées. Donc on les regarde ensemble, c'est encore en cours d'examen. On n'a pas forcément encore tranché sur l'ensemble des PGE. Et puis ensuite, les plans d'exécution nous sont transmis au fur et à mesure en fonction de l'avancée des travaux dans les délais qu'on a fixés dans l'autorisation. Enfin, c'est 30 jours avant la réalisation des travaux, c'est pas au fur et à mesure de la réalisation. Aux réalisations des travaux de l'ouvrage en question. Oui, donc 30 Tous les jours. ouvrages ne sont pas faits au même moment. Oui, mais ils vous sont bien transmis 30 jours avant la réalisation. Avant la réalisation des Donc, ouvrages. ils vous ont été bien transmis. Pour ceux qui... Alors, je n'ai pas le détail, il ne me semble pas qu'ils en aient fait beaucoup pour l'instant, mais pour les premiers, oui. Et donc, vous avez donné votre aval avant que les travaux ne soient réalisés. C'est ça, exactement. D'accord. Oui, est-ce que c'est classique comme procédure, justement, cette vérifier? Excusez-moi de... Non. Quand je comprends bien, c'est que c'est assez classique en réalité comme type de procédure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée des travaux, le concessionnaire qui fait les travaux vous communique les éléments en amont et puis après vous permet d'apprécier si la réalisation concrète et si les objectifs sont bien respectés. Tout à fait, sauf que là, c'est un projet qui n'est pas classique. On n'a aucune référence sur un projet de telle envergure qui soit instruit. Donc, on peut pas... C'est pourtant pas les autoroutes qui manquent en France. Alors, je pense, mais là, peut-être que Patrick le dira mieux que moi, mais que dans les années 50, on construisait avec moins de vergogne. Je peux compléter les réponses de mon collègue, parce que c'est vrai que la stratégie de compensation de ce projet fait partie du dispositif qui a été regardé de très près. Et s'agissant plus particulièrement de la compensation pour les espèces, c'est effectivement plutôt l'ADRIAL qui a regardé ce point, même s'il y a effectivement le sujet des zones hydrauliques et que parfois il y a une forte interface entre nos deux services sur les espèces inféodées au milieu aquatique. Bon. Par rapport à ce qu'a dit Maxime, que je confirme complètement, si vous voulez, et par rapport aussi à votre question initiale, c'est-à-dire sur l'itération. L'itération, c'est quand même fait pour améliorer le dossier initial. Et en réalité, quand je regarde ce qui s'est passé, il y a quand même eu deux dossiers. Il y a effectivement eu le dossier qu'on a reçu au mois de janvier, qui a été reçu à la DDT, daté de la mi-janvier, qu'on a reçu en réal le 24 janvier.
on a fait une série d'observations. C'était la question 3 que vous me posiez, enfin, qui concerne plus particulièrement la DREAL. Je peux y revenir en détail si vous le souhaitez. Donc sur les paysages, sur les centrales d'enrobés, mais aussi sur la protection stricte des espèces. J'ai signé le 15 avril un avis à la DDT donnant toute la visibilité des points d'amélioration sur tous les aspects de ce premier dossier. C'est des points qui ont été évoqués à plusieurs reprises en comité de suivi des mesures compensatoires, sur la pression d'inventaire, sur l'évaluation des enjeux, sur l'évaluation des impacts, sur la méthode de compensation. Voilà, donc cette premier ensemble d'observations, je dirais assez consistant, a conduit Atosca effectivement à réviser son dossier, et on a eu, Maxime vient de le rappeler de manière générale, on a eu un deuxième dossier au mois de juin, qui était un dossier qui était plus consistant, qui était plus construit, qui était plus satisfaisant. Donc c'est aussi l'illustration par rapport à votre question numéro 2 de l'utilité de cette itération. Enfin, à un moment donné, on n'est pas dans une tour d'ivoire à voir arriver des dossiers incomplets ou irréguliers et à dire, bon, finalement, on attend que ça arrive tout seul. Voilà, il faut bien, à un moment donné, faire un rétrofit pour dire, bon, il y a des points d'incomplétude, il y a des points d'irrégularité, il y a des points d'insatisfaction aussi. La conformité, c'est rigoureusement, juridiquement, ce qu'on nous demande, mais c'est aussi la qualité du projet qui est en débat. Et il s'agit d'avoir un dossier conforme et un dossier de qualité. Voilà. Donc, effectivement, sur la protection des espèces, et donc notamment sur la compensation, j'ai signé personnellement, parce que je pensais que c'était de ma responsabilité de signer personnellement un courrier à Atosca le 15 avril, pointant la totalité des points d'amélioration que je viens de résumer. Et on a reçu effectivement un nouveau dossier qui, je crois, est du 8 juin, qui était beaucoup plus travaillé, qui nous a permis effectivement de saisir, en ce qui nous concerne, le CNPN, qui a rendu son avis le 12 septembre. Et en réalité, je dirais le point de... C'est un peu souvent dans les dossiers de cette nature, si vous voulez, le point de basculement un peu vers une stratégie robuste de compensation, c'est le mémoire en réponse d'Atosca, qui est du 20 octobre à ma connaissance, qui a fait un document extrêmement consistant, qui est un peu la mise par écrit de ce qui a été, il y a peut-être plusieurs parties prenantes présentes qui étaient présents à ce comité, que j'ai trouvé fort intéressant. C'est le premier comité de suivi des mesures compensatoires qui a été réuni au mois de juillet 2022, où je suis allé personnellement, parce que je trouve qu'il était prévu à l'ordre du jour que Atosca, mais surtout Biotop, son bureau d'études, présente sa méthode d'analyse des enjeux et de mise au point des compensations. C'est la méthode miroir. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, c'est une bonne pratique, c'est plutôt une bonne pratique. On nous a encouragés à aller dans ce sens. Et en fait, ce qui a été dit oralement et partagé au comité de suivi des mesures compensatoires de juillet a été mis par écrit le 20 octobre. Dans la foulée du mémoire d'Atosca du 20 octobre, on a eu sur les espèces l'avis conforme du ministre sur la loutre d'Europe, puisque dans les espèces protégées, vous avez des espèces sur lesquelles, quand il y a un avis négatif du CNPN, on ne peut aller plus avant que s'il y a un avis conforme du ministre. On a eu l'avis conforme positif du ministre au début du mois de novembre, et c'est ça qui a permis ensuite de passer au CODERS. Voilà. Moi, je considère, si vous voulez, pour répondre à votre question, que effectivement, entre le dossier de janvier 2022 et l'arrêté qui est du 1er mars 2023, vous avez dans l'arrêté, il est public, il est publié, il est d'ailleurs attaqué, vous avez la totalité des emprises impactées, vous avez la liste des sites de compensation. Vous avez un calcul qui est sous-jacent, qui n'est pas listé avec un tableau de conversion, mais le tableau de conversion, il est sous-jacent en unité de compensation, qui est une méthode qui est la combinaison entre la manière dont un enjeu habite les habitats concernés, la valeur de l'enjeu, c'est-à-dire de l'espèce dans les classements de l'UICN, et puis la réalité, au vu des inventaires et aussi la bibliographie, la réalité de la présence de cet enjeu sur le terrain concerné. Voilà. Donc ça donne des coefficients de compensation. Et au bout du bout, quand vous prenez la totalité des sites de compensation, vous voyez que pour une artificialisation, un impact de 352 hectares, on arrive à peu près à 424 hectares. Alors, c'est pas en hectares qu'il faut raisonner, donc c'est pas ça qui permet de parler de surcompensation. J'entends parfois parler de surcompensation, en fait on parle en unité de compensation, donc en fait on a besoin de ces 424 hectares pour compenser les impacts sur les 352 hectares. Voilà. Et puis en réalité, on a surtout, j'ai envie de dire, au-delà de cette désignation et de cette équivalence, on a ce suivi
Et ces réunions du comité de suivi des mesures compensatoires qui sont précisément là pour pas seulement faire ça en vase clos, mais faire ça avec les parties prenantes, exposer le point de départ, évaluer progressivement l'efficacité de ces mesures compensatoires, évaluer d'ailleurs la question de savoir, un point sur lequel on pourra revenir aussi, qui est leur durée, puisqu'il y a eu un débat sur leur durée. Voilà. Moi, je trouve que le dossier, finalement, est de qualité. C'est pour ça qu'en mon âme et conscience, j'ai proposé au préfet du Tarn de l'époque la signature de la partie relative aux espèces protégées. Et en réalité, je trouve qu'avec le bureau d'études Biotope à Tosca, au moment de la constitution de ce dossier qui est prescriptif autant que l'arrêté qui l'approuve, a fait un travail de qualité. Voilà. Madame la rapporteure. Oui. Eh bien, donc justement, puisque nous y sommes, donc sur le plan de gestion qui vous a été fourni, dont vous me dites qu'il est en cours d'examen, donc vous n'avez pas encore évalué. On a reçu, en ce qui nous concerne, je crois que c'est 23 plans de gestion. Oui. Donc l'arrêté prévoit qu'ils sont fournis dans un délai. Mars, c'est 6 mois pour les fournir. Il n'y a pas de délai pour l'administration pour les instruire. C'est un gros travail d'instruction. J'ai répondu le 27 décembre en les approuvant avec observation. Les observations portent sur des modalités plutôt d'exécution, sur certaines durées d'ailleurs d'engagement de compensation. C'est toujours le même point de discussion avec Atosca, c'est la durée de la compensation. Et puis, il y a un plan de gestion qui est celui du Bernazobre, que je n'ai pas approuvé parce qu'en réalité, les espèces inféodées à ce site particulier de compensation, c'est des plans de gestion par site de compensation, ils sont listés dans l'arrêté. Sur le Bernazobre, en réalité, avant d'être un sujet de compensation sur les espèces, c'est d'abord un sujet de zones humides et de milieux hydrauliques. Donc on s'en remet d'abord à la première réaction de la DDT avant de statuer sur le site du Bernazobre. Alors en réalité, on a répondu avec observation. Et Atosca doit nous renvoyer, bon j'ai répondu il y a quelques jours, Atosca doit nous, j'ai répondu le 27 décembre, Atosca doit nous répondre pour il y a quelques jours, puisque c'était pour la fin du mois de mars. Le mois de mars c'était ce week-end, on attend les réponses définitives d'Atosca. Je dirais l'important sur la compensation, c'est qu'elle commence, vous l'avez évoqué, c'est qu'elle commence à se déployer et qu'on en évalue collectivement les effets. Je pense qu'à un moment donné, maintenant on est projeté dans la mise en œuvre et surtout dans la question de savoir si ces dispositifs compensatoires portent l'efficacité prévisionnelle qui est prévue. Pardon, alors j'ai peut-être pas bien compris, parce qu'il me semblait que vous disiez que les plans de gestion, ils étaient en cours d'examen, alors que vous me dites que vous avez signé. Alors, c'est moi qui il y a deux peut-être services qui doivent réagir. L'Adria, j'ai répondu le 27 décembre sur la partie espèces protégées. Oui, sur votre partie, donc, espèces protégées. D'accord. Et donc, c'était sur votre partie. On est toujours à... vous avez Il faut que vous coupiez le micro, monsieur Bernard. Le micro. Merci. Je ne pourrais pas vous donner en séance le détail des plans de gestion qui sont déjà approuvés et ceux qui sont encore en discussion, parce qu'effectivement, il y a ce volet de compensation, comme l'indiquait Patrick, entre biodiversité et d'autres aspects, mais je peux le fournir facilement à la commission. D'accord, c'était par rapport à la question de savoir si, évidemment, ce qui est prévu peut être mis en œuvre, et notamment sur la question que nous avons évoquée avec les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles, sur la question du stock de terres, en tout cas agricoles, et puis zones humides, dont on dispose, et notamment dont la SAFER dispose, et qui, de ce que disait la Chambre d'agriculture, la SAFER n'avait pas fait suffisamment de stock. Et donc, ces mesures compensatoires, quand bien même, imaginons, que tout a été bien évalué, que chaque zone a été reconnue au titre de ce qu'elle est en réalité de façon géologique, si l'on peut dire. Est-ce que vous avez aujourd'hui la certitude qu'elles peuvent être mises en œuvre parce qu'on dispose d'une réserve foncière, c'est-à-dire d'une suffisante réserve foncière pour les mettre en œuvre, que ce soit via la SAFER ou via Atosca lui-même ou via des expropriations à venir ou qui seraient en cours de négociation avec des agriculteurs ou autres? Alors sur ce point, effectivement, un des aspects importants, c'est la maîtrise foncière. Alors maîtrise foncière ou pas d'ailleurs, puisque certaines compensations passent par les obligations réelles environnementales, qui en fait ne sont pas une prise de possession foncière, mais une contractualisation. Et au moment de l'autorisation, Atosca est en train de finaliser ses échanges avec les différents propriétaires des sites qu'il convoitait pour ces compensations. Et là, il en a fait état au dernier comité de suivi de mesures compensatoires qu'il avait quasiment terminé l'acquisition foncière de tout ce qu'il voulait acquérir. Et de fait, il aura la maîtrise foncière le 20 avril de la dernière parcelle
destinés aux compensations. À ce stade des travaux. À ce stade, c'est pour l'ensemble des travaux. Pour la totalité des travaux, totalité de des façon compensations. globale, La totalité ouverture des 2025, compensations. c'est Voilà. ce que vous dites. Ça a été présenté effectivement au comité des mesures compensatoires du 1er février 2024, avec un tableau qui a été projeté, qui donnait site par site l'état de la maîtrise foncière par Atosca, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, enfin qui est souvent posée à Atosca en réalité. Et donc on voyait effectivement qu'il y avait un grand nombre de sites qui étaient déjà maîtrisés à 100%, certains qui étaient maîtrisés à 70%, 75%, mais avec des perspectives assez rapides dès le mois d'avril de finalisation de la maîtrise foncière, soit par acquisition, soit par location, soit effectivement par ce système où en fait il n'y a pas de modification de la propriété du terrain, mais la mise en place d'une obligation réelle environnementale qui n'est pas une servitude d'urbanisme, qui n'est pas dans le PLU, mais qui est attachée en droit civil à la parcelle et qui est maintenue même s'il y a changement de propriétaire de la parcelle, ce qui est un dispositif qui a été créé par la loi biodiversité de 2016, qui est très intéressant. Donc vous pourrez nous le communiquer dans le cadre des réponses. Oui, ces comptes rendus des comités de suivi, ils sont communicables. Diffusés à l'ensemble des participants du comité. D'accord. Alors, je poursuis sur le sujet PLUI, notamment, puisque nous avons auditionné les maires de communes les plus impactées, pas tous les maires, mais des communes impactées. Alors, impactées parallèlement par la question des usines d'enrobage bitumé ou des usines à bitume enrobé. Oui, je savais que vous alliez le dire comme ça. Ah oui, mais quand je relis l'arrêté interdépartemental, il y a du bitume. Donc, on nous disait que le PLUI avait été modifié en 2019. Or, avec les éléments que vous nous communiquez, et j'en arrive à la dernière question, parce que, en fait, c'est les échanges qui nous y conduisent. On nous dit que le PLUI a été modifié en 2019. Or, des éléments que vous nous communiquez là maintenant, qui sont connus, mais enfin, en tout cas, sur lesquels vous avez... les éléments bien concrets, vous considérez qu'aujourd'hui, les PLUI sont à jour des modifications qui doivent intervenir suite au contrat de concession et ses conséquences, ou mériteraient d'être mises à jour, puisque dans l'arrêté départemental, qui est toujours ma Bible, il est indiqué évidemment que les PLUI doivent être mises à jour. Et par ailleurs, je voulais vous poser la question sur la question du SRADET, qui lui-même est le document, non pas normatif, mais en tout cas le document cadre par rapport à la mise à jour des PLUI, qui lui-même ne comporte pas la 69. Alors, première question, est-ce que les PLUI doivent être mis à jour? Et si c'est le cas, comment se fait-il que les procédures n'aient pas été engagées? Et deuxièmement, comment se fait-il que le SRADET, qui est le document cadre, ne comporte pas la 69 quand on voit bien qu'il y a des travaux de la 69? Sur le SRADET, Oui. puisque ça c'est régional, et puis le PLUI c'est Je sais bien, départemental. c'est pour ça qu'on vous a invité c'est bien de tous vous les deux avoir en tous les même deux. temps, Vous avez, parce que comme ça, on est sûr d'avoir les réponses aux deux questions. de la réponse. Le SRADET, en fait, est un document cadre dont souvent on s'étonne qu'il n'ait pas le degré de précision d'autres schémas directeurs régionaux. Moi j'ai travaillé en Ile-de-France, donc vous aviez le SDRIF Ile-de-France, enfin, il y a des pointillés près sur le projet de tramway soit prolongé du point A au point B. Bon, les SRADET des autres régions que la région Ile-de-France n'ont pas le même degré d'exigence cartographique, si vous voulez, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont une valeur différente ou moindre. En réalité, donc, et par rapport à la question de la communication auprès du Conseil régional, qui est à la manœuvre. Enfin, le SRADET est élaboré par le Conseil régional. L'État est un membre associé obligatoire, mais c'est la région qui est à la manœuvre. Vous pourrez l'interroger, je pense, sur C'est ce qu'on fera, oui. le contenu du SRADET. En fait, il y a effectivement eu, par rapport à votre question, j'étais pas en fonction à cette époque, mais enfin, j'ai retrouvé les éléments, si vous voulez. Lorsqu'il y a eu le lancement du SRADET en 2016, il y a eu effectivement un premier porté à connaissance juridique, c'est toujours comme ça, par ça que ça démarre. Et après, il y a eu en 2017 et un deuxième porté à connaissance et une première note d'enjeu qui font allusion à l'ensemble des projets d'infrastructures identifiés dans le panorama régional à l'époque, dont ce projet faisait partie. Voilà. Et il n'est pas juridiquement obligatoire pour la région de faire apparaître une carte des infrastructures dans le SRADET, et pour autant le SRADET chapeaute bien l'ensemble des documents d'urbanisme, les SCOT et les PLU. Et ça se passe au niveau du PLU, si vous voulez. C'est la mise en conformité, ça c'est effectivement les actes que prépare la DDT.
Et donc un SRADET adopté en juin 2022, alors même que bon, la DUP, ça fait bien longtemps qu'elle avait eu lieu et qu'on était en train de négocier par rapport à un contrat de concession qui ne fait pas figurer une liaison telle qu'une autoroute concédée, peut devenir un document de discussion et d'échange, support cadre des PLUI à venir. À ma connaissance, ces questions d'infrastructure figurent dans certains documents du SRADET. Voilà. Dans aucune carte. Le rapport environnemental, à ma connaissance, il fait allusion, mais ça n'entache pas le SRADET ni sa validité par rapport aux documents d'urbanisme, D'accord. Scott et PLU. C'est dans les textes relatifs au SRADET, et je pense que le Conseil régional, enfin, je n'ai pas vocation à parler en son nom, mais connaît bien son affaire. Ok. Et sur le Sur deuxième volet? Oui, sur le volet d'urbanisme, en réalité, l'autoroute, elle ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme, parce que ce n'est pas une construction qui le nécessite. Et elle a bien été identifiée comme espace réservé dans les documents d'urbanisme de l'ensemble des communes, qui étaient PLU ou PLUI, notamment par la mise en compatibilité emportée par la DUP. Et on a revérifié par sécurité il n'y a pas si longtemps. Effectivement, l'emprise n'a pas varié à un tel point de remettre en cause les documents d'urbanisme qui existent. Les emplacements réservés C'est une question que je me posais. Oui, les emplacements réservés sont toujours cohérents avec la semelle autoroutière finalement tracée, quoi. J'ai d'autres questions, mais peut-être que si mes collègues veulent... Peut-être Madame Mérody, Madame Ferrer. Jean-François aussi, si tu as une question. Monsieur Berg, question concernant la Crémarbre, sur l'absence du déclassement et sur la poursuite actuelle des travaux. Sur la parcelle du site appelé la Crémarbre, est classifié à fort enjeu environnemental par un arrêté préfectoral du 1er mars 2023, ce qui interdit tout défrichement sur cette parcelle jusqu'au 1er septembre. Or, Atosca a procédé au défrichement de cette parcelle à partir du 15 février. La préfecture a été alertée du caractère illégal de ce défrichement. Les associations environnementales, par l'intermédiaire de leur avocate, ainsi que ma collègue Anne Stenbach, députée de Haute-Garonne, et moi-même, avons demandé à la préfecture sur quel fondement juridique les défrichements pouvaient avoir lieu, sans obtenir de réponse. Finalement, le 24 mars dernier, le préfet affirme que, conformément à l'arrêté du 1er mars 2023, les coupes d'arbres sont interrompues jusqu'au 1er septembre 2024. Comment expliquez-vous une telle confusion quant au statut de la parcelle ? Comment expliquez-vous que l'ADREAL ne réponde pas aux demandes des associations environnementales ainsi qu'à celles des députés concernant le non-respect des mesures environnementales par Atosca ? Sur quelle base légale et matérielle une révision à la baisse des mesures de protection et statut des parcelles des mesures de protection et statut des parcelles aurait-elle pu avoir lieu ? Pouvez-vous nous communiquer dès aujourd'hui toutes les pièces administratives relatives au statut du site de la Crémarbre, rapport de l'écologue, rapport de l'OFB, pièces réclamées par les associations ainsi que les élus locaux ? J'ai largement exercé mes responsabilités sur ce point et je dois dire que j'ai une idée assez précise de ce que j'ai fait. Donc je sais qu'il y a eu des prises de position, si vous voulez, assez blessantes sur la DREAL, puisque certains ont parlé de corruption. Bon, j'ai informé le procureur de Toulouse de ces propos qui sont extrêmement blessants pour mes équipes et pour moi-même. Je dirige un service public de 700 personnes. Quand on parle de corruption, c'est un peu grave. J'ai quand même eu au mois de janvier une bombe dans les locaux de la DREAL de part des militants, anti-environnementaux. Donc finalement, je me dis que je me fais insulter d'un côté et on a une bombe dans les locaux de l'autre. C'est peut-être qu'on est au bon endroit, voilà. Alors, si vous pouvez laisser finir Monsieur Patrick Berg dans sa réponse. En ce qui concerne la crémate, si vous voulez. Non, mais je vous dis que pendant le premier trimestre, entre une bombe dans nos locaux, voilà, puis ces insultes, j'ai fait du management en interne. Voilà. Je respecte mes collaborateurs et je leur tire mon chapeau pour la qualité de leur travail et leur engagement. Excusez-moi, Monsieur Berg, si vous en êtes d'accord, vous avez posé les questions. Si vous laissez le temps à Monsieur Berg et à Monsieur Queno de répondre sans l'interrompre, et ensuite je vous redonnerai la parole pour reposer d'autres questions, mais laissez-le finir dans son propos, s'il vous plaît. L'autorisation environnementale, elle est extrêmement claire. Elle indique des dates autorisées pour l'abattage des arbres. C'est du 1er septembre à la mi-novembre. Voilà.
Donc ça, c'est la date normale. Et il est indiqué, c'est une mesure de réduction des impacts. Vous avez des mesures d'évitement, vous avez des arbres qui ne doivent pas être abattus, des arbres qui seront abattus parce qu'ils sont vraiment sur le tracé dans le cadre de la bande DUP. Le tracé, il est là, donc il faudra bien passer à un moment donné et abattre ces arbres. C'est une mesure de réduction que de prévoir des dates d'abattage qui perturbe le moins possible le cycle de vie des espèces concernées. Vous en avez 4. Vous avez donc les chiroptères qui sont tous protégés, des oiseaux dont énormément sont protégés, l'écureuil roux et les insectes saproxyliques donc, qui s'installent dans les arbres sénescents et qui se développent dans ce cadre. L'arrêté du 1er mars 2023 prévoit la possibilité, pour Atosca de saisir l'ADREAL, service instructeur de ces questions relatives aux espèces, pour avoir éventuellement la validation pour abattre c'est écrit noir sur blanc, vous l'avez sous les yeux, dans les secteurs à fort enjeu, initialement qualifiés à fort enjeu par le maître d'ouvrage. Je rappelle que c'est le maître d'ouvrage qui fait le dossier d'enquête publique, ce n'est pas l'ADREAL, pour éventuellement requalifier des secteurs à fort enjeu comme des secteurs à moindre enjeu, ce qui suppose qu'il nous démontre, qu'il apporte une démonstration que finalement, par rapport à ce qui était porté à la connaissance du public, et quand même dans une enquête publique, moi je suis un ancien fonctionnaire du ministère, si vous voulez, l'enquête publique, pour moi, c'est vraiment c'est essentiel, quoi. C'est l'authenticité du porté à connaissance du public qui permet au public de s'exprimer. Donc à un moment donné, pour moi, c'est vraiment une base essentielle. Bon, par rapport à ce qui est porté à l'enquête publique, le pétitionnaire peut... finalement, apporter d'autres éléments pour dire tout bien considéré avec d'autres passages d'écologues, une cartographie. Nous vous proposons de déclasser en secteur à moindre enjeu ce secteur. Ça supposerait vraiment d'avoir des éléments très différents par rapport à ce qui était porté à l'enquête publique. Donc, j'ai été saisi le 15 février, Madame la députée le sait puisque je lui ai répondu, ainsi qu'à vous-même d'ailleurs. J'ai été saisi le 15 février pour une réponse le 15 février, ce qui est peu respectueux de nos conditions de travail. J'ai été saisi par Atosca d'un dossier que nous avons examiné en urgence, c'est-à-dire le 15, c'était un jeudi, on l'a reçu le 15 après-midi, donc on a travaillé le 15, le 16, après il y a un week-end, on ne travaille pas, le lundi. J'ai répondu le mardi pour dire, premièrement, que sur un certain nombre de secteurs sur lesquels Atosca me proposait le déclassement, je ne validais pas le déclassement, et que pour ce qui est de la crémane, je n'avais aucun élément, donc je ne risquais pas de répondre quoi que ce soit. Voilà. Alors c'est à ce moment-là d'ailleurs que cette association a cru bon de répandre des propos calomnieux sur l'ADREAL en parlant de corruption. J'ai trouvé assez surprenant, je ne sais pas qui a dit l'ADREAL a validé je ne sais quoi, je n'avais absolument pas répondu. J'ai répondu le 20 pour dire je ne suis pas en mesure de vous répondre puisque je n'ai pas d'éléments sur le secteur de la crémate tout particulièrement. Bon. Donc j'ai demandé à Atosca d'avoir un dossier plus sérieux, plus solide, plus étayé. J'ai reçu le 22 une page avec un décompte d'arbres m'expliquant que dans ce boisement, il y avait de mémoire 54 arbres sans enjeu et 7 arbres à enjeu, sans carte, sans conclusion d'écologue. J'ai estimé que ça ne me suffisait pas. Ça, je l'ai répondu à nouveau à Tosca le 23. J'ai reçu la semaine qui a suivi toute une série d'éléments peu démonstratifs et peu conclusifs. Et en réalité, j'ai reçu des éléments m'expliquant que d'ailleurs une partie de ce secteur avait été coupée. Alors apparemment une partie donc à l'automne 2023, donc là à la période autorisée par l'arrêté. Peut-être des arbres coupés à nouveau mais là au mois de février, ce qui n'avait pas été validé de ma part. Et en plus j'ai reçu des éléments m'expliquant que pour les arbres dont on sollicitait l'autorisation d'abattage dans le cadre de cette disposition de l'arrêté, il y avait des nids qui avaient été retirés quand ils avaient été trouvés, et il y avait des cavités à chiroptères qui avaient été obturées. Quand vous lisez l'arrêté, vous l'avez sous les yeux, quand on trouve un nid, on n'intervient pas, on attend le 1er septembre. Alors il n'est pas écrit noir sur blanc que quand on trouve une cavité à chiroptère, on ne l'obture pas, mais enfin ça tombe sous le sens. À un moment donné, s'il y a des enjeux à chiroptère au printemps, on ne les perturbe pas, on attend le 1er septembre aussi. Voilà. Donc j'ai répondu le 5 mars à Atosca, le mardi 5 mars à Atosca, qu'étant donné l'information dont je disposais selon laquelle des arbres avaient été abattus en février et qu'en plus il y avait eu des mesures de défavorabilisation, je n'étais pas en mesure de valider quoi que ce soit par rapport au secteur de la crémane, ce qui veut dire qu'effectivement ces arbres ne doivent pas être coupés avant le 1er septembre. Et j'ai indiqué que ce courrier comporterait une suite
dans le registre du manquement administratif et j'ai adressé à Tosca le 7 mars, le jeudi 7 mars, un rapport en manquement administratif, alors fait au bureau, puisqu'en fait l'OEB est un corps de contrôle qui va sur place. Moi, je suis un service administratif, si vous voulez. Je fais ça au bureau. Voilà. Mais j'avais assez d'éléments au bureau avec des éléments sous les yeux pour faire un rapport en manquement administratif que j'ai communiqué à Tosca, qui vient de me répondre en me disant qu'il ne partage pas mon analyse. Donc, je laisse mon équipe analyser la réponse d'Atosca, qui, à ce stade, quand je l'ai lu, ne m'a pas du tout convaincu. Et puis, je verrai les conséquences que j'en tire. Vous connaissez toute la palette entre les mesures administratives, les mesures judiciaires. Enfin, il y a toute une gamme de possibilités que je me réserve de proposer à qui de droit en fonction, d'abord, parce que je respecte le travail de mes collaborateurs et mes collaboratrices, de l'instruction de la réponse d'Atosca et de l'analyse qu'on va faire par rapport à la vision qu'on a de la situation. Voilà. Donc je n'ai pas validé du tout l'abattage des armes de la crémade et ces armes doivent rester effectivement en place jusqu'au 1er septembre. Alors, j'ai été également saisi il y a quelques jours. J'ai reçu beaucoup de messages électroniques. Je ne suis pas sûr que ce soit de bombarder le DREAL de messages électroniques qui favorisent le bon fonctionnement des services publics. J'invite tous ceux qui pensent que c'est une bonne méthode à considérer mes conditions de travail et celles de mes équipes, qui sont également souvent l'objet de mails extrêmement nombreux. Ce n'est pas une manière de procéder. Il faut respecter les fonctionnaires et leur temps de travail. Mais j'ai été effectivement saisi d'un certain nombre d'indications sur des travaux qui seraient en cours ces jours derniers, en fin de semaine dernière, dont j'ai compris que certains estimaient qu'ils abîmaient le système racinaire des arbres. Alors évidemment, je confirme s'il y a besoin de le confirmer, enfin n'importe qui dans cette table le sait qu'un arbre, un bosquet, ça comporte également le système racinaire, il ne faut pas l'abîmer, ça tombe sous le sens également. Bon, voilà, donc à un moment donné, je ne suis pas un corps de contrôle sur place. L'Office français de la biodiversité, qui a la capacité juridique à faire des constats sur place, pourra effectivement dire ce qu'il en pense. Je pense qu'ils sont saisis et éventuellement j'en tirerai les conséquences. Voilà. Je vous remercie pour vos réponses. Juste, voilà, pour confirmer quand même que les élus n'ont pas insulté ni dénigré les services de la DREAL. Voilà, c'est pour être clair par rapport à ce qui a été dit avant. Nous, ici, nous sommes députés, nous ne sommes pas des organisations, des associations environnementales. Juste d'après ce que vous nous avez dit, l'OFB, du coup, a fait des rapports. Il y a eu un rapport d'un écologue sur la crémarbre qui aurait été fait début février 2024, transmis à la DREAL. L'OFB a renvoyé ça à la DREAL pour obtenir qu'elle renvoie à la préfecture. La demande a été faite le 16 février. Comment expliquez-vous les difficultés pour avoir accès à ces documents et comment, par rapport à ce que vous disiez, aux abattages illégaux qui continuent, au système racinaire des arbres qui sont aussi touchés, comment expliquez-vous du coup que tout ça puisse continuer et que le chantier là, au moins sur cette zone-là, n'est pas mis en arrêt en attendant d'avoir tous les rapports nécessaires, vu que vous avez dit, si je ne me trompe pas, que Tosca doit vous faire des compléments parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a apporté comme précision concernant ces faits-là. Il faut couper Madame Herdy. Oui, en ce qui concerne la crémade, pour moi, le dossier est clos. J'ai répondu le 5 mars que je ne validais pas le déclassement du secteur en secteur à moindre enjeu. Donc pour moi, c'est terminé. Ces arbres ne doivent pas être endommagés, abattus avant le 1er septembre. Donc pour moi, il n'y aura plus d'autres expressions vers Tosca. À un moment donné, si vous voulez, je suis saisi le 15 février pour le 15 février. On prend la peine de travailler voilà, de manière consistante dans les jours qui se succèdent. J'ai répondu le 5 mars. Pour moi, c'est terminé. Voilà. En ce qui concerne la communication des documents, j'ai une équipe qui a un plan de charge consistant. Et en réalité, le service qui est chargé, si vous voulez, d'assurer la relation avec toutes les parties prenantes, c'est la préfecture du Tarn. Donc il a été convenu avec la préfecture du Tarn que les documents, ils sont à sa disposition et ils sont d'ailleurs faits sous son autorité, puisque tout ça est fait avec en tête. Moi, quand je signe des documents, c'est pas marqué DREAL, c'est marqué DREAL, mais c'est marqué surtout préfecture du Tarn. Et donc effectivement, il y a un dispositif Internet qui est en cours de mise au point, mais là aussi, la préfecture du Tarn, elle a les moyens qu'elle a pour effectivement porter à connaissance l'ensemble des éléments. Mais si vous voulez, pour moi, le dossier est clos. Alors qu'après les travaux de préservation de ce bosquet restant endommage des systèmes racinaires, c'est les assertions dont je suis saisi par voie de messagerie. Je ne suis pas allé sur place. L'OEB est en mesure de le regarder. Il me semble qu'on est en mesure de faire une différence entre des travaux de protection d'un bosquet et des travaux d'abattage. Ça ne me semble pas la même chose. Mais après, je ne vais pas prendre position sur la nature de ces travaux tant que
l'entité qui est en capacité juridique de faire des constats par rapport à des textes, qui s'appelle l'OFB, ne l'a pas fait. Voilà. Merci Madame Ferrer, peut-être. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Bern. Donc, sur ce thème de la compensation, en fait, nous avons déjà auditionné des scientifiques, et notamment Monsieur Cassou, climatologue et co-auteur donc, du 6e rapport du GIEC, qui, sur la compensation, nous a informé d'une étude menée sur 24 projets d'infrastructure en Occitanie. Et dans les Hauts-de-France, et dans 80% des cas, les objectifs ne sont pas atteints. Donc, bon, je suis assez perplexe sur cette idée de la compensation. Cependant, il y a actuellement 24 sites de compensation, j'ai noté, mais seulement 14 plans de gestion ont été présentés en comité de suivi des mesures compensatoires le 1er février 2024. Donc pourquoi les 10 autres plans de gestion n'ont-ils pas été validés par la DREAL, dont un, je crois, le site 15 qui a été supprimé, si j'ai bien noté, et quand les 10 plans de gestion manquants seront-ils transmis? Voilà ma question. Merci. Sur ce sujet, effectivement, enfin, deux points. Le premier, c'est que Atosca a une obligation de résultat qui est fixée dans l'arrêté que vous avez sous les yeux. Et ce n'est pas une parole en l'air, puisque c'est suivi, comme l'a dit Patrick, par le comité de suivi des mesures compensatoires, fixé lui aussi par l'arrêté, qui comporte des associations de défense de l'environnement, des professionnels de l'eau, enfin, notamment des sages, des services d'administration. Donc, il y a un certain contrôle qui est exercé sur l'efficacité, la réalisation, la réalité des compensations qui seront apportées. Ensuite, sur les PGE, je pense que ça vous apportez la réponse sur la question que me posait tout à l'heure Madame la rapporteure, qu'effectivement, il y a des PGE qui nécessitent des échanges entre la DREAL et la DDT pour vérifier que le plan de gestion répond à la fois aux compensations, répond à toutes les compensations auxquelles il est censé répondre, et donc ça amène un peu de complexité. Donc ces plans nous ont été déposés dans les temps, mais ils sont encore en cours d'examen conjoint par nos deux services. Oui, peut-être une question en rebond. On est bien d'accord que sur la procédure, Atosca prévoit, alors je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, Monsieur Berg, je suis désolé, mais de la surcompensation environnementale, notamment dans le cadre de zones humides, fait la restauration qu'elle doit faire. Il y a une vérification qui est faite par vos services dans le cadre de ce comité de suivi. Il y a une obligation de résultat, ça marche, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, de toute façon, il y a l'obligation pour Atosca de compenser par ailleurs si la compensation envisagée n'a pas fonctionné. C'est bien comme ça que ça doit se passer. C'est exactement ça. D'accord. Alors les taux de compensation, je crois que la question avait été posée à une de vos précédentes auditions, ils sont fixés en réalité par le dossier des engagements de l'État. Donc c'est un engagement de l'État que de compenser à 200% notamment les zones à enjeu, au-delà de ce que les SDAG ou les sages locaux demandent. En ce sens, on peut parler de surcompensation, peut-être, même le rapporteur. Regardez ce qui est plutôt les emprises. Oui, quand les taux de compensation sont supérieurs à 100%, on peut avoir cet excès de langage. Ils sont supérieurs à ce que le SAGE ou le SDAG prévoit. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc surcompensation, ça n'existe pas juridiquement. Et quand vous regardez les taux de compensation par hectare, donc globalement, mais encore une fois, c'est pas, enfin, je ne disais pas qu'il n'y avait pas de surcompensation, mais c'est pour dire qu'il ne suffit pas de regarder la totalité de la colonne surface impactée et la totalité de la colonne surface compensée pour en déduire qu'il y a surcompensation, parce qu'il y aurait 352 hectares de l'autre, d'un côté, pardon, et 424 hectares de l'autre. En fait, ça dépend encore une fois de la manière dont l'espèce habite les emprises, de l'enjeu de l'espèce dans le classement UICN, enfin pour la partie espèce, indépendamment des questions hydrauliques, et puis surtout de la présence effective de l'espèce sur les emprises réelles dont on parle. Voilà. Donc en fait, ça peut donner le sentiment d'une surcompensation en hectares, mais en réalité, c'est une équivalence écologique, c'est la loi. Hein, vous l'avez d'ailleurs modifié récemment, cette loi, c'est l'article 163.1, il est question d'équivalence écologique, de proximité fonctionnelle, et donc en fait, ça fait l'équivalence. Et effectivement, tout à l'heure, la question a été posée par Mme Arrigui sur 5 fois plus d'arbres. Bon, ça, il faut laisser Atosca avec sa communication, mais c'est de la communication. À un moment donné, c'est pas 5 fois plus d'arbres. Ça dépend de quels arbres et qui accueillent quelles espèces, et avec quelle densité, avec quel habitat. Voilà. Juste, attendez. Madame Ferrer.
Donc en fait, tous les sites de compensation ne sont pas encore connus. Si. Effectivement, les fonctions de chaque site, qui parfois sont des sites qui sont multi-accueils, si vous voulez, pour différentes espèces, mais aussi par rapport à des espèces et par rapport aux questions hydrauliques. Le comité de suivi du 1er février a permis de donner la visibilité, non seulement de la désignation et même des surfaces de chacun de ces sites, c'est le total de ces, excusez-moi, c'est le total de ces hectares qui fait 424 hectares pour 352 hectares de surface initialement impactée. Mais ça vous donne aussi la visibilité, enfin ça a donné la visibilité aux membres de ce comité de suivi du degré de maîtrise foncière. Et je pense que, voilà, à un moment donné, la maîtrise foncière, maintenant, au mois d'avril, ça ne sera plus vraiment un sujet de conversation. Maintenant, le sujet qui nous incombe de réussir ensemble, c'est le déploiement effectif de ces mesures et surtout l'évaluation de leur efficacité. Voilà. Madame la rapporteure. En effet, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Alors, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à une question que je voulais poser, mais qui a été posée, donc je ne vais pas le refaire concernant le site de la Crémade. Je vous remercie d'abord d'avoir clarifié précisément le rôle de l'ADREAL et ses alertes et porté attention sur le sujet. Ce qui signifie que, évidemment, vous avez informé la préfecture du Tarn et donc le préfet du Tarn de l'ensemble de ces éléments et de l'ensemble de vos réponses aux éléments qui étaient portés par Atosca. Je suis placé, lorsque j'exerce cette responsabilité sous l'autorité du préfet du Tarn, et le préfet du Tarn, quand il communique pour dire ces arbres ne pourront pas être coupés avant le 1er septembre, me semble exprimer d'une manière résumée, si vous voulez, en une phrase, le courrier de 3 pages que j'ai signé le 5 mars à Atosca. Voilà. Si je vous pose cette question, c'est parce que moi j'ai adressé un courrier le 27 février en tant que rapporteur de la commission d'enquête dans la suite de la demande que je vous avais formulée, ainsi qu'un courrier du 13 mars 2024 au préfet du Tarn pour lui demander sur quelle base juridique il se fondait pour évidemment déloger les écureuils qui occupaient les arbres de la Crémade, le bois de la Crémade, avec une action qui s'appelle la Crémarbre, pour ne pas mélanger les deux, sans avoir de retour de sa part. Et donc c'est pour ça que j'insiste pour savoir si vous avez bien entendu, mais je n'en doute pas, informer la préfecture du Tarn de ces réserves que vous aviez sur le sujet, puisque en réalité, si aujourd'hui la dérogation dite dérogation est levée, c'est parce que des mésanges sont arrivés. Mais en tout état de cause, déjà avant même l'arrivée des mésanges, vous aviez fait les alertes qu'il convenait pour ne pas que cette partie soit déclassée. Donc ça, c'est juste pour bien conforter à la fois votre propos et la demande que j'ai pu faire auprès du préfet, et donc ma future demande auprès du préfet. Bon, donc ma deuxième question concerne plutôt évidemment le département du Tarn, concernant la question des zones humides et des besoins en eau du chantier. C'est un sujet extrêmement préoccupant, le sujet de la quantité d'eau, même s'il y a aussi le sujet de la qualité de l'eau qui est préoccupante, mais c'est un autre débat. Et donc sur la question de ces zones humides, évidemment, qui se bénéficient d'un coefficient de compensation extrêmement important, c'est parce que aussi elles ont un enjeu environnemental extrêmement important et qu'on n'est pas certain qu'une zone humide qui est là depuis des siècles sera reconstituée à l'endroit où l'homme souhaitera la mettre. Et donc, évidemment, il faut arrêter de parler de surcompensation parce que ça veut dire qu'on nie la réalité écologique et de son apport dans notre cadre de vie. Donc, sur les questions du besoin en eau, j'ai relevé que ce chantier avait des besoins en eau de 120 000 mètres cubes par an. Et donc, à ce titre-là, évidemment, alerter les chambres d'agriculture, syndicats agricoles et agriculteurs sur cette question qui semblait leur avoir échappé, ou alors ils l'ont peut-être oublié, on va le dire comme ça. Donc j'imagine que, évidemment, vous l'avez parfaitement en tête, y compris les zones de prélèvement, et de me confirmer que sur ce besoin en eau de 120 000 mètres cubes, il y a un suivi extrêmement régulier sur cette question. De quelle façon s'exerce ce suivi et de quelle façon vous pourrez intervenir
dans le cadre d'activités de police de l'eau pour interrompre tout prélèvement si à un moment donné, dans le cadre des conflits d'usage de ces prélèvements d'eau, par rapport à la question agricole en particulier, mais également de l'alimentation en eau des populations tarnaises, pour que les prélèvements ne soient pas excessifs et ne servent pas à arroser les routes, comme on a pu le voir dans certains endroits, photo à l'appui. Et j'aurais une dernière question. Peut-être je vous la livre immédiatement comme ça. C'est également par rapport à la question des études d'impact sur le prélèvement des matériaux pour construire cette autoroute. Donc il y a eu des estimations qui ont été faites, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur leur réalité, que sur 53 km d'autoroute, cela nécessiterait 440 000 m3 de matériaux. Et donc, si on le rapporte à un poids lourd, non pas des 60 tonnes tels qu'ils viennent d'être adoptés au niveau national, mais enfin des camions habituels qui circulent sur nos routes, cela ferait 40 000 passages de poids lourds pour porter ces matériaux dans un sens ou dans l'autre. Et donc, si vous avez ces éléments et si vous les corroborez, et si cela a été évalué par rapport à l'émission de CO2 dans le cadre de l'étude d'impact. Oui, peut-être avant que vous répondiez juste sur la première partie de la question de Madame la rapporteure et des différents courriers qui vous sont adressés pour exiger de vous un certain nombre de documents. Je devrais rappeler qu'on est dans le cadre d'une commission d'enquête qui a certes certaines prérogatives, mais qui n'a pas encore la prérogative de remplacer l'Inquisition et ni de transformer les procédures administratives et judiciaires pour vous obliger à vous soustraire ou à communiquer un certain nombre de documents. Or, les procédures qui vous regardent, monsieur le directeur, je tiens à vous le rappeler à l'attention de mes collègues, on ne se sert pas de cette commission d'enquête pour, dans le cadre d'un détournement de procédures avec des procédures qui sont bien cadrées, auxquelles vous avez répondu en communiquant à la préfecture du Tarn et qui suivront leur cours, nous l'avons bien entendu. Donc je vous laisserai répondre à cette question-là, mais encore une fois, je m'adresse à l'ensemble de mes collègues, attention à ce que l'on fait quand on est à la place qui est la nôtre. La commission d'enquête n'est pas toute puissante en la matière, ne peut pas se substituer à la justice, ni même au procureur. Malheureusement, puisque à l'issue de ce rapport, oh non, heureusement. Se prononcera. Donc, je ne vois pas en quoi, jusqu'à présent, les demandes qui ont été formulées seraient hors cadre de la commission d'enquête. Donc, je maintiens les demandes qui ont été formulées. Dans l'ordre qui vous plaira pour les réponses. Alors, pour ce qui me concerne, je commence par la deuxième question sur les matériaux et les rotations de poids lourds. Ça nécessiterait d'aller rechercher dans le mètre cube qui constitue le dossier et l'étude d'impact où est-ce que c'est cité et la véracité de la chose. Comme je disais tout à l'heure, notre travail à la DDT, c'est d'instruire l'autorisation environnementale sur les champs qu'elle couvre. Et en l'occurrence, le volume, le mouvement de terre, ce qu'on appelle le mouvement de terre sur un chantier routier, n'est pas réglementé d'aucune manière, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas de carrière dans le dossier, donc ça échappe, c'est pas réglementé. Donc je ne peux pas du coup vous répondre précisément sur cet aspect-là, s'il figure ou pas. En tout cas, ce n'est pas repris dans les prescriptions, dans les autorisations qu'on a délivrées. Sur le deuxième point, effectivement, les besoins en eau du chantier qui étaient estimés à de mémoire 150 000 m3 dans 120 000. Alors c'était 150 000 dans un premier dossier, puis 120 000 dans le dossier complété, comme disait tout à l'heure Patrick, parce qu'on a eu deux dossiers avec un vrai saut qualitatif entre les deux. Ils ont deux origines. La première origine, ce sont les bassins d'assainissement temporaires ou définitifs du chantier, hein, c'est-à-dire les bassins déconnectés du milieu dans lesquels qui récupèrent les eaux de ruissellement. Et puis la deuxième origine, ce sont essentiellement des lacs d'irrigation qui préexistent et donc qui sont mis à contribution par convention. Donc les propriétaires agriculteurs, ou du moins les membres de l'association syndicale autorisée propriétaires de ces retenues, devraient être au courant de ce qu'ils ont permis à Atosca pour venir s'approvisionner en eau dans leur lac. De fait, on a eu tout récemment un premier retour d'Atosca sur leur consommation réelle 2023, qui s'établit à 30 000 m3, donc qui est largement en deçà du besoin, et qui est réparti à moitié entre les deux sources que je citais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on vérifie
derrière l'absence de risque sur la gestion quantitative de l'eau. Le premier point, c'est que, d'une part, pour ce qui est des eaux de ruissellement de la semelle et qui sont remises en fait qui sont rabattues sur le chantier, là il n'y a pas de sujet. Ils collectent de l'eau et puis ils la remettent finalement au même endroit pour rabattre les poussières, donc il n'y a pas de sujet quantitatif. Sur les prélèvements qui sont faits dans les ASA, ce sont des prélèvements qui sont faits d'une part à l'intérieur des volumes autorisés pour l'irrigation de chacune des ASA. Donc ce ne sont pas des volumes qui arrivent en plus, c'est des volumes qui sont déjà finalement dans l'autorisation de prélèvement associée à ces ASA. Ça, c'est le premier point. On a demandé par ailleurs dans l'autorisation que des compteurs divisionnaires soient installés pour suivre précisément la consommation liée au chantier. Pardon, des compteurs? Des compteurs spécifiques, des compteurs divisionnaires. Pour savoir ce que se prélève à Tosca, ce que prélèvent les agriculteurs. Voilà, pour savoir exactement ce que prélève à Tosca. D'accord. Donc pour suivre ces consommations-là. Et puis troisième point, à Tosca, comme tout autre acteur économique ou citoyen, sera soumis aux restrictions d'usage que le préfet du Tarn aura à édicter le moment venu, en cas de pénurie, en cas de risque sur la ressource en eau, dans le cas d'un arrêté cadre interdépartemental qui cadre l'ensemble des mesures de restriction d'usage qu'on peut mettre en place selon les usages. Dans le cadre de votre alerte ou c'est dans le cadre de quelle alerte et de Alors, qui? il se trouve que c'est effectivement la DDT avec une autre casquette qui gère aussi, pour le compte du préfet, la gestion de l'étiage. Et donc, qui, en fonction, chaque semaine, on a un comité de gestion en fonction du niveau des réserves, des lacs barrages, en fonction du débit des cours d'eau, en fonction de ce qui ressort des collectes d'indices de l'OFB sur les têtes de bassin. On établit la sévérité en fait de l'étiage. Et quand on tombe en dessous de certains débits ou quand on tombe sur des assecs dans les têtes de bassin, on prononce des restrictions d'usage en volume ou en débit. Et donc ça, ensuite, évidemment, on discutera avec Atosca sur la meilleure façon de le faire parce qu'il faut qu'on concilie l'économie d'eau avec la salubrité publique. Il n'est pas non plus question d'avoir de transformer le chantier en dust bowl et d'aller inonder les voisins de poussière. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Bon, en 2023, la question ne s'est pas posée parce que l'année n'était un peu moins sèche peut-être que les autres et puis les besoins moins forts chez Atosca. Mais le cas échéant, ce sera une discussion qu'on aura à Atosca pour restreindre au minimum le besoin en eau aux périodes les plus critiques du chantier. D'accord. Et donc, juste sur ce sujet-là, vous parlez également des bassins de rétention. Il y a des bassins provisoires, effectivement, qui sont prévus. Vous me dites avec les eaux de ruissellement, enfin, que je sache, sauf avoir des bâtons de pluie, mais enfin, on n'est pas créateur d'eau. L'eau, on la récupère. Et donc, si on la met dans des bassins, ben, c'est qu'elle ne sera pas ailleurs. Et donc, ça, vous avez une évaluation qui a été faite sur ce qu'on va capter dans ces bassins au détriment des ruissellements qui pourraient alimenter d'autres lieux. Le fonctionnement nominal du bassin, c'est de récupérer les eaux de ruissellement de l'infrastructure et de les restituer ensuite au milieu, après dessablage, etc., désulage, à un débit de fuite qu'on a fixé à 3 litres par seconde et par hectare, qui permet d'avoir un impact moindre sur les cours d'eau qui sont à l'aval. Ça, c'est le fonctionnement nominal. Quand Atosca pompe à l'intérieur de ces bassins-là pour rabattre sur le chantier, en réalité, il remet l'eau collectée dans le bassin sur l'impluvium, presque comme s'il n'avait pas collecté, pour rabattre les poussières du chantier, par exemple. Donc c'est en ce sens-là que je disais que ça n'avait pas d'impact. J'entends bien, mais qui c'est qui assure le contrôle de la qualité de l'eau qui est rejetée? C'est vous aussi? Oui, c'est le service de police de l'eau. D'accord. Peut-être une demande de précision toujours sur ce sujet. On est bien d'accord que les demandes de consommation en eau qui sont faites par Atosca auprès des ASA, elles se font dans le cadre des arrêtés dont sont titulaires les ASA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande de dérogation particulière qui sont sollicitées par les ASA pour fournir Atosca. Absolument. Ça rentre dans le quota globalement d'eau que l'ASA a l'autorisation de prélever dans son lac pour les usages qu'elle veut, donc l'irrigation et la fourniture à Atosca. Okay. Merci. Madame Héraudier, Madame Ferrer, s'il y a d'autres questions, des questions complémentaires. Madame la rapporteure, autrement. Peut-être si vous voulez ajouter quelques précisions complémentaires. Si vous voulez. Sur les matériaux, et puis après sur l'ORE, peut-être Sur les matériaux de construction, vous avez posé la question sur l'équilibre général. Ce que j'ai identifié là-dessus, puisque c'est
indirectement un sujet de DREAL à travers notamment l'aspect des centrales enrobées. Voilà. C'est qu'en réalité, il y a eu une époque où il y avait dans le Tarn des craintes que l'infrastructure, si elle se réalisait, si elle passait en phase travaux, parce qu'autorisée après la DUP, nécessite d'accroître la ressource existante en carrière dans le Tarn. Voilà. Donc ça, c'est un point qui a été écarté. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il y a un équilibre, vous pourrez interroger la Tosca là-dessus, il y a un équilibre entre les matériaux de remblai et les matériaux de déblai. Il y a aussi, alors, je dirais, est-ce que c'est quelque chose qui est à valoriser beaucoup? En tout cas, c'est quelque chose à identifier. Il y a quand même dans le tracé finalement arrêté la réutilisation d'une partie d'infrastructures existantes, ce qui en réalité est économe également en matériaux. Et enfin, il faut aussi savoir que dans la production des enrobés, donc les deux centrales à enrobés temporaires qui sont prévues dans le dossier, avec remise en état à l'issue de leur exploitation, ces centrales à enrobés, enfin je le sais puisque l'ADREAL, voilà, il est convenu avec la préfecture du Tarn qu'on exerce une pression de contrôle consistante sur ces centrales enrobées. Il n'y a pas d'encadrement réglementaire particulier puisque c'est très normé déjà par des arrêtés ministériels. Par contre, il est convenu avec la préfecture du Tarn que la pression de contrôle sera consistante. Nous avons déjà fait un contrôle dans une des centrales qui n'est pas encore en activité et on a constaté que, ce qui est plutôt une bonne pratique, il y a déjà une partie des matériaux qui sont arrivés, des matériaux inertes, absolument inertes et qui ne sentent absolument rien, mais qui sont des matériaux issus de déconstruction de dispositifs existants ailleurs. Donc Atosca s'approvisionne aussi en matériaux de déconstruction, ce qui est plutôt une bonne pratique. Voilà, je pense que ce serait intéressant, si vous les rencontrez, que vous les interrogiez aussi là-dessus. On n'est pas du tout dans la conception des infrastructures routières d'il y a 30 ans, où il y avait des énormes des blés, remblais, des arrivées de matériaux massifs, des carrières, etc. Là, il y a vraiment une logique d'économie qui me semble plutôt aller dans le bon sens. Voilà. Ce qui rassurera les habitants de Saint-Germain, puisque le maire de Saint-Germain a écrit à Tosca pour qu'il leur fasse part de la nature des remblais qui sont stockés sur l'usine à bitume, d'enrobé, qui doit être construite sur son territoire. Et pour l'instant, il n'avait pas de réponse d'Atosca, mais j'imagine qu'elle devrait venir. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments, parce que j'avais donc la question sur l'ORE. Peut-être moi un élément qui est assez intéressant, peut-être sur ces centrales à enrober, puisque je sais que et la DREAL et la DDT participent à ces missions d'information en lien avec la préfecture auprès des populations. Je pense que c'est important peut-être que vous nous apportiez quelques précisions sur le rôle que vous jouez en amont, qui est de nature à informer et à rassurer aussi les populations sur le fait, comme vous l'avez dit, que ces deux centrales sont des centrales qui sont temporaires, qui sont soumises à des contrôles par l'administration, ce qui permet d'éviter tout ce qui est les diffusions de fausses informations au sujet de ce type de mais de vraies inquiétudes. Alors, les centrales enrobées font partie des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ça fait partie des briques, si vous voulez, des missions de la DREAL. Donc, effectivement, c'est exercé auprès de moi par l'unité interdépartementale Tarn-Aveyron, c'est dans votre questionnaire, qui assure l'instruction. Ce sont des centrales à enrobés temporaires. Il n'y a plus dans le droit de l'environnement de distinction dans les normes d'émission des centrales à enrobés, qu'elles soient temporaires ou définitives. Donc, en fait, c'est une centrale à enrobés, point barre, voilà. Ce sont des arrêtés ministériels. La demande a été intégrée au dossier initial donc déposé par Atosca en janvier puis en juin. Dans les observations de la DREAL que vous soulignez, donc il y a effectivement deux réponses de la DREAL à la DDT. Une au mois de février pour signaler que le dossier n'était pas toujours complet et pas toujours conforme aux arrêtés ministériels. Donc il y a eu une deuxième version. Dans le dossier du 8 juin, nous avons fait un avis pour dire, un avis assez rapidement ensuite, parce que c'était très factuel, donc pour dire que ces deux demandes d'enregistrement étaient conformes, pouvaient être mis à l'enquête publique. Alors je rappelle que j'ai vu peut-être des comptes rendus ou des expressions pour dire l'enregistrement c'est une méthode très simplifiée, c'est une déclaration. Non, c'est inexact. L'enregistrement est une forme d'autorisation. Voilà, c'était autrefois une autorisation.
Ça a été passé en enregistrement, mais qui est une forme d'autorisation en 2019 par le niveau national, en considérant qu'une centrale enrobée, ça a toujours les mêmes types d'émissions et qu'il n'y a pas de spécificité. Voilà. Donc ces demandes sont incorporées au dossier qui a été mis en enquête publique, et donc c'est incorporé à l'arrêté. Et comme vous l'avez pu le constater, comme c'était un point important sur lequel nous avons reçu, l'ADREAL a reçu un courrier de chacun des deux maires demandant expressément à ce que ces centrales soient bien temporaires et que les emprises soient restituées à leur vocation initiale. C'est écrit dans l'arrêté noir sur blanc en disant que c'est repris du dossier. En réalité, le dossier de demande est prescriptif. Il engage à Tosca autant que l'arrêté. Mais ce qui est repris dans l'arrêté, c'est que ces emprises seront restituées à leur usage initial, qui est dans le PLU actuel un usage agricole. C'est à la demande des deux maires. On a reçu, j'ai deux courriers, un courrier de chacun des deux maires sur ce sujet. Donc ils sont pleinement informés puisqu'ils m'ont saisi à ce sujet. Je rappelle aussi que je informe la Commission de ce que dans la pression de contrôle accrue, et vu certaines expériences, nous avons proposé, et Atosca l'a accepté, qu'il y ait un dispositif robuste, là aussi, d'autocontrôle. Donc nous sommes en train d'élaborer avec Atmo Occitanie, qui est l'organisme expert sur les émissions atmosphériques et la qualité de l'air, un dispositif d'autocontrôle qui s'imposera à Atosca, qui va servir après de support au plan de contrôle de la DREAL, qui a prévu d'y aller fréquemment, de manière parfois annoncée, parfois non annoncée. Et naturellement, ce plan de contrôle va être présenté aux élus, va être aussi présenté. On a prévu, pour autant que ce soit une installation relativement bien cadrée, de mettre en place, je trouve que c'est une bonne méthode, une instance de suivi, une instance participative qui va réunir les élus et les riverains et les associations pour présenter. On va présenter le protocole avant la mise en fonctionnement de l'installation pour chacune des deux installations. On va présenter quels sont les paramètres qui vont être autocontrôlés par Atosca. Ce plan d'autocontrôle va être élaboré, si vous voulez, non pas dans un espèce de théorie, mais avec la réalité du terrain, des vents, des maisons. Mais il souffle que dans un seul sens, le vent, vous ne saviez pas? Bon, eh bien, on va essayer de présenter quelque chose qui soit de nature à permettre effectivement les relevés. On a aussi la possibilité d'avoir comme vous savez, des citoyens qui se portent candidats pour assurer le signalement. C'est utile. Dans d'autres accidents, j'étais venu dans cette salle sur un autre accident il y a quelques années. Voilà, le réseau des nez est effectivement, parfois le nez humain sent de certaines substances de manière beaucoup plus rapide que n'importe quel capteur. Donc il est utile que les citoyens et les riverains se manifestent. Nous prenons ça comme une opportunité et nous les encourageons. Et donc ce dispositif sera mis en place. Ce suivi sera mis en place avant même la mise en fonctionnement des centrales, et à la fin de leur fonctionnement, elles devront être remises, les emprises devront être remises dans leur état antérieur, et nous contrôlerons également cette remise en état. Oui. Sur les ORE, oui. Effectivement, sur les ORE, les obligations réelles environnementales, c'est un sujet c'est nouveau, puisqu'il est introduit par la loi biodiversité de 2016. Et très honnêtement, on s'est beaucoup interrogé effectivement sur la durée la plus légitime à fixer. L'OFB nous demandant de mettre 99 ans, qui est la limite que le législateur a mis au contrat entre le propriétaire et puis son débiteur. Mais en même temps, on avait une autorisation qu'on délivrait à un pétitionnaire avec une date de fin. L'autorisation environnementale qu'on délivre, elle est délivrée pour la durée de la concession. Ça paraissait délicat dans ces conditions-là d'obliger un tiers bénéficiaire, de l'obliger avec des obligations réelles environnementales qui sont, comme l'a rappelé Patrick tout à l'heure, des objets quand même lourds, éventuellement au-delà de la période à laquelle il serait responsable de l'infrastructure, si jamais, à l'issue de la concession qui aujourd'hui est fixée, il n'était pas retenu. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a recopié la même phrase dans l'autorisation, la durée des ORE est calée exactement au même terme que la durée d'autorisation, c'est-à-dire à la date de la concession. Qu'est-ce qui se passera à l'issue de l'autorisation, à l'issue de cette durée de concession? Si on suit strictement le Code de l'environnement, à l'issue de l'autorisation, le pétitionnaire remet en état le site comme il l'a trouvé en arrivant. Bon. Il y a un peu de chance qu'on retire l'autoroute et qu'on remette en état. Ce qui risque plutôt de se passer, c'est soit la concession est prorogée, dans ce cas-là, l'autorisation sera prorogée, aussi bien dans son délai
que dans l'obligation des ORE, puisqu'elle est calée sur la date de la concession, ou soit la concession est reprise par un autre concessionnaire ou en direct par l'État. Et à ce moment-là, l'autorisation environnementale sera transférée à ce nouveau bénéficiaire, et évidemment qu'à ce moment-là, on se reposera la question de la compensation des effets et qu'on prolongera les ORE d'autant pour le nouveau, que ce soit l'État lui-même ou que ce soit un nouveau concessionnaire. Et donc, non, ça nous a paru être la solution la plus juridiquement défendable que de fixer la date des ORE, le terme des ORE au même moment que le terme de la concession. Alors justement, c'était donc la question 5 à laquelle vous avez répondu, mais qui appelle du coup une question 5 bis, on va dire. Cela signifie que cette ORE de 55 ans figurait dans l'appel d'offres et donc conditionnait également le volet financier que nous allons voir dans un deuxième temps, ou est-ce que ça a été fait a posteriori et donc du coup les autres candidats n'étaient pas nécessairement informés de cette durée et des conséquences financières, parce que derrière la question environnementale, il y a des questions financières. Ça, c'est ma première question 5 bis. Et donc, on va dire la 5 ter. Vous dites l'autorisation serait prorogée, mais est-ce à dire que, du coup, les compensations au bout de 55 ans ne seraient pas assurées, qu'il y aurait besoin encore davantage de temps pour arriver à une compensation, ou est-ce qu'il s'agit des compensations liées à l'exploitation de l'autoroute et donc à l'émission de CO2 liée à l'exploitation elle-même de l'autoroute? Alors, sur le premier point, Patrick l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut questionner la DGTM sur la question de la concession, mais les obligations qui pesaient dans le cahier des charges, si j'ai bien compris, et sous réserve de ce que vous dira l'autorité concédante, c'est des obligations de résultat. Après, les modalités de mise en œuvre de compensation environnementale, soit le maître d'ouvrage acquiert 100% des parcelles, ou soit il acquiert une partie et une autre partie passe par des ORE, ou soit il passe la totalité en ORE, c'est la modalité. Donc ça, sauf erreur de ma part, je pense que ça relève du pétitionnaire dans sa démarche de finalisation du projet qu'il soumet à l'autorisation environnementale et que ce n'était pas écrit tel quel dans le cahier des charges. Le cahier des charges imposait de compenser les effets. Point. Donc, de ce point de vue-là, il y a à voir, mais je pressens qu'il n'y a pas eu d'inéquité entre les porteurs de projets. En tout cas, pour répondre précisément à votre question, la durée, la fixation de la durée, c'est un sujet sur lequel on s'est penché plutôt, on va dire, en toute fin d'exercice, quand on a dû rédiger précisément les termes de l'autorisation. Ce n'était pas préécrit au préalable. Et en fonction de quels critères, du coup, vous êtes fixé sur la base des 55 ans? Ce que j'ai dit à l'instant, pour plusieurs motifs, ce qui nous paraissait le plus sûr juridiquement et le plus défendable, c'était d'aligner la durée des ORE sur la durée de l'autorisation. Par rapport aux questions environnementales, là, uniquement vous vous positionnez? Oui, oui, d'accord. Oui, pour les ORE. Oui. Et ensuite, effectivement, les compensations, elles sont de deux natures. Il y a des compensations liées à la phase travaux. Bon, celles-là, elles sont vite réglées. Par contre, il y a des compensations liées à l'exploitation et au fait que, à certains endroits, l'autoroute passe sur une zone humide actuelle, donc qui est irrémédiablement détruite, et donc on va reconstituer ailleurs. Donc ça, par essence, cette compensation-là, on devra la suivre tant que l'autoroute sera positionnée sur ce secteur-là. Donc c'est en ce sens-là qu'elles iront au-delà des 55 ans. D'accord. Sur le volet CO2, oui, puisque vous avez prononcé ce mot, vous aviez posé plusieurs questions dans le fil de questionnaire sur l'aspect CO2. C'est un aspect qui n'est pas tel quel dans l'autorisation environnementale qui est délivrée, qui n'est pas un critère ni examiné et a fortiori qui n'est pas un critère de refus. Donc, ni pour la construction ni pour l'exploitation, on peut le regretter. C'est pas un sujet sur lequel on a ça conditionnerait beaucoup les choix qui sont faits au niveau politique. Mais si c'est tel était le cas. C'est un point très intéressant parce qu'effectivement, vous avez en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, vous avez des valeurs limites d'émissions, d'ailleurs qui ne sont pas sur le CO2. Vous avez un dispositif européen assez complexe de quotas de CO2 pour les plus gros émetteurs industriels de CO2, pas pour l'essentiel des installations industrielles. Et il n'y a pas d'encadrement réglementaire des émissions de CO2 dans une autorisation environnementale. Et par contre, vous avez effectivement, vous l'avez souligné dans le rapport, dans le questionnaire, je veux dire. Pas encore. Vous avez souligné que l'autorité environnementale est attachée à ce que ce point soit élucidé. Et d'ailleurs, c'est une obligation que dans les études d'impact, effectivement, on fasse apparaître
avec c'est pour ça que je prends la parole, c'est parce que je suis un petit peu concerné, avec les logiciels disponibles et les compétences disponibles, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Mais à vrai dire, c'est à évaluer à partir des indications qu'on reçoit de l'administration centrale, si vous voulez. Moi, quand je regarde qui a la compétence, aussi bien en matière juridique qu'en matière d'expertise à la DREAL, j'ai trois endroits potentiels. Il y a un endroit qui, effectivement, j'ai une collaboratrice qui est l'experte à la DREAL, elle est unique sur les émissions de CO2 des grosses installations industrielles et de ce que c'est que le marché des quotas de CO2. Voilà, elle est vraiment dans un secteur industriel. Il y a un service mobilité qui n'a pas la compétence sur les CO2, qui n'a pas la compétence parce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une partie du Code de l'environnement qui encadre les émissions de CO2. C'est une réalité qu'il faut regarder. Et par contre, il y a encore un troisième endroit à la DREAL, je trouve ça intéressant de partager ça avec vous, qui est le service énergie-climat de la DREAL, où j'ai créé un poste, j'en parle puisque j'ai pris de l'initiative, j'ai créé un poste en 2023 sur les gaz à effet de serre en perspective de la planification écologique. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande de faire, c'est pas d'arriver à un dispositif d'encadrement des émissions de CO2, peut-être que c'est un sujet de travail, mais c'est plutôt de partager les pistes de progrès dans une démarche proactive, pédagogique, et avec l'ensemble des parties prenantes. Vous le savez, il y a eu la COP qui a été lancée le 30 novembre à Toulouse par le ministre Christophe Béchu et par la ministre Dominique Faure. Et on nous demande, on a ensuite, comme dans toutes les régions, ni plus ni moins qu'ailleurs, on a fait des réunions départementales pour partager les enjeux, donner à voir les chiffres, et ensuite on nous demande d'aboutir à une feuille de route crantant les pistes de progrès les plus importantes. Voilà, en Occitanie, les 2 pistes de progrès les plus importantes, je trouve ça utile de partager ces chiffres avec vous, c'est les mobilités, puisque 63% des émissions de gaz à effet de serre en Occitanie sont issues des mobilités, et 21% sur le bâtimentaire. Donc les 2 enjeux, c'est sur le bâtimentaire de mettre la gomme sur l'isolation thermique des bâtiments privés avec l'ANA, des bâtiments publics, des logements sociaux aussi avec les bailleurs HLM, on s'y emploie avec eux, on y travaille beaucoup avec eux. Et sur les mobilités, il y a une très forte dynamique en matière de parking relais, de covoiturage, en matière d'électrification. L'Occitanie fait partie des 4 régions, c'est des chiffres qui sont actuellement sur la table en le cadre de la COP. L'Occitanie fait partie des 4 régions où la proportion d'acquisition de voitures électriques est la plus élevée en France. On est à près de 20%, là on est à 13% moyenne française. Donc il y a une vraie dynamique. Voilà. Et voilà, il n'y a pas à la clé d'encadrement. Voilà. Donc effectivement, ça manque. En 2014, bon, l'étude d'impact a été faite en reprenant les éléments de la DGTM que vous allez rencontrer, qui a une doctrine là-dessus et qui, pour tous les projets d'infrastructure, dit voilà le modèle. Bon, effectivement, ça génère un peu plus de gaz à effet de serre. C'est assez fonction de l'accroissement du trafic qui, au demeurant, sur ce projet est très modéré. On voit bien que le trafic sur A69 n'est pas un trafic gigantesque. Il n'y aura pas un accroissement gigantesque de trafic. On est sur une qualité de service. C'est pas ce que dit Atoscam, mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. On le verra dans le volet social. Le semble rester modéré. Si vous voulez, j'ai été en poste en Ile-de-France. Le trafic sur A69 me paraît, même à terme, rester. On n'est pas sur un accroissement de trafic comme objectif. On n'est pas sur une captation massive de trafic. On est sur un accroissement de la qualité de service. On verra, monsieur le directeur, parce que l'espoir de ce département et de ce sud du Tarn, c'est peut-être qu'on n'aboutisse pas à une autoroute qui s'arrête à Castres, mais qui peut-être un jour ira ailleurs. C'est tout ce qu'on espère pour la suite. Et le sud du Tarn, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça fait des années qu'on en parle, mais il faut vous intéresser aux préoccupations du sud du Tarn. Vous verrez, on en parle depuis un moment. Terrier, je plaisantais. J'ai pas compris la plaisanterie. Après, monsieur le directeur, c'est compliqué à apprécier aussi cette question-là, puisqu'on voit bien aujourd'hui, parmi les déclarations qui sont faites sur les plus grands constructeurs mondiaux, de dire que à l'horizon à quelques années, il n'y aura plus que des voitures électriques. Donc comment aujourd'hui on mesure l'impact sur l'émission de CO2 ou de gaz à effet de serre dans le cadre d'une autoroute qui, nous dit-on, va faire la part belle aux voitures électriques, avec notamment sur le prix du tarif des réductions qui sont très importantes. Donc tout ça est très compliqué à appréhender. Il suffit d'adopter des transports décarbonés, ça s'appelle le train. Mais c'est pas grave, ça sera un autre sujet. C'est encore une autre problématique. Quand on habite Toulouse, c'est vrai que c'est effectivement plus simple de parler de train, de métro et de tramway. Dans le sud du Tarn, on a besoin de sa voiture pour se déplacer encore. Bien sûr, Jean-François, je t'en prie. En matière de transport décarboné, il y a des études très intéressantes sur les méga-camions. A priori, c'est un mot qui choque et qui choque la population, mais quand on étudie
La capacité qu'ont ces méga camions à transporter sur des autoroutes des charges très importantes avec une autoproduction d'électricité des camions électriques qui permettent ensuite la distribution dans nos territoires très ruraux que sont l'Aveyron à partir de plateformes de distribution par des petits camions qui eux-mêmes seraient électriques avec un périmètre d'action de 50-80 km adapté à nos territoires. Ça fait réfléchir sur le bilan carbone de nos moyens de transport. Voilà. Je n'ai pas de certitude, mais ça m'a interpellé cette étude. On en reparlera parce que je pense qu'on en reparlera, mais on parlera du fret ferroviaire et du fret vial. On va peut-être poursuivre entre nous cette conversation. Bon. Non, mais il fallait bien que je dise quelque chose. Je pense. Il fallait bien que je parle. Madame Mérodi qui a encore une question. Merci. Vous savez que nos concitoyens, tarnais notamment, écoutent notre commission d'enquête et la suivent. C'était pour revenir sur l'eau, en fait, qu'on comprenne mieux. Est-ce qu'Atosca peut-il acheter de l'eau directement aux citoyens et aux agriculteurs? Savez-vous si Atosca achète de l'eau des lacs d'irrigation et à quel coût? Et avez-vous été alerté sur des pressions éventuelles faites aux citoyens et aux agriculteurs pour l'achat de leur eau? Pardon, monsieur le directeur, excusez-moi. Donc, effectivement, comme j'indiquais tout à l'heure, les besoins en eau du chantier proviennent de deux sources essentielles qui sont d'une part les bassins d'assainissement temporaire ou définitif de l'autoroute, c'est-à-dire les bassins qui collectent les eaux de ruissellement sur l'emprise, et puis pour une autre moitié des points de prélèvement dans les lacs d'associations syndicales autorisées, les lacs d'irrigation. Alors à quel coût, je ne saurais pas vous le dire. Voilà. Par contre, ce sont des volumes qui sont prélevés dans le plafond qui est autorisé déjà à l'association syndicale autorisée. C'est-à-dire que c'était Atosca, je pense, à rencontrer chacun en voyant ce que chaque propriétaire de lac pouvait, chaque association propriétaire de lac pouvait lui laisser sans trop en souffrir. Et de toute façon, Atosca, comme les exploitants agricoles, comme tous les autres exploitants, comme tous les citoyens, sera soumis le jour venu, si jamais on est en période de sécheresse ou de manque d'eau, aux restrictions d'usage que le préfet du Tarn édictera. Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question est en lien avec l'alternative ferroviaire, puisqu'on parlait du train. L'Adréal avait inclus dans le dossier du débat public de 2009 le scénario ferroviaire. Donc, pourquoi ce scénario a-t-il été présenté à l'époque sur la base d'une simple simulation annoncée, mais non documentée? Donc, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment expliquez-vous que l'État, à commencer donc par l'Adréal, qui en a la compétence, n'ait pas apporté d'éclairage et de mise au point encore à cette heure sur ce sujet clé qui pourrait remettre en cause la légalité du projet d'autoroute, une alternative ferroviaire ambitieuse, selon les propres termes de l'Adréal en 2009, s'avérant aujourd'hui possible pour un coût économique, écologique et social bien moindre que celui de l'autoroute. Je vous remercie. Écoutez, là, c'est vraiment, on est dans les compétences de l'Adréal, je vous le confirme. Et d'ailleurs, c'est des compétences exercées avec constance, puisqu'à un moment donné, nous avons là-dessus apporté les éléments au moment de l'enquête publique sur le projet de déclaration d'utilité publique, l'enquête publique de 2016-2017 qui a donné lieu au décret en Conseil d'État de 2018, qui a d'ailleurs été l'objet de plusieurs recours, qui était l'objet, je le rappelle aussi, d'une décision du Conseil d'État du 5 mars 2021 qui a débouté l'ensemble des requérances sur l'ensemble des motifs de leur recours, y compris sur ces sujets de l'alternative au projet routier. Il faut peut-être aussi le rappeler. Qu'est-ce qui a été mis en évidence à ce moment-là? C'est la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête qui a organisé l'enquête publique sur le projet de DUP et qui a rassemblé les observations, qui a demandé, c'est toujours comme ça que ça se passe, la commission d'enquête publique communique au maître d'ouvrage. Là, pour ce qui est de la 69, c'était encore l'Adréal, il n'y avait pas encore de désignation de concessionnaire, communique l'ensemble des observations en les rassemblant, en disant, voilà, j'ai besoin, alors c'est un délai très court, hein, c'est sous quelques semaines, de communiquer un mémoire en réponse avant que la commission d'enquête finalise son rapport avec son avis, avec éventuellement des réserves. Voilà. Et c'est dans le rapport, dans le mémoire en réponse à la commission d'enquête, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, qu'on a mis en évidence les deux aspects qui sont souvent challengés, mais en l'occurrence qui sont aussi une des motivations de l'autorité environnementale,
dans la solidité de laquelle j'ai toute confiance, puisque je suis à l'origine de la proposition en la matière au préfet du Tarn. Le premier, c'est qu'il y a une raison impérative d'intérêt public majeur. Cette raison impérative d'intérêt public majeur, c'est que ce projet est l'objet d'une DUP récente, prise selon toutes les bonnes normes les plus récentes, et d'ailleurs confirmée par une décision du Conseil d'État du 5 mars 2021, qui fait plusieurs pages et qu'il faut lire intégralement. Et cette décision, je la trouve remarquablement rédigée et argumentée. La raison impérative d'intérêt public majeur, qui est également qui est donc la première motivation d'une dérogation à la protection stricte des espèces, c'est aussi que ce projet fait partie des projets qui ont été évoqués dans le cadre du débat parlementaire sur la loi d'orientation des mobilités, qui est de décembre 2019, qui me semble une loi récente. C'est dans l'exposé des motifs. Il faut savoir que cette loi et son exposé des motifs se sont appuyés sur un rapport également récent, qui est le rapport du comité d'orientation des infrastructures, qui liste cette opération parmi les plus utiles. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'ailleurs que vous rencontriez M. Duron, qui n'est pas le président actuel de la commission COI, mais qui était le président de la commission lorsqu'il a rendu le premier rapport en 2013, puis le rapport de 2018, puisqu'il y a eu 2 rapports Duron. Et les 2 fois, le projet apparaît plutôt sur le dessus de la pile. Voilà. Et puis, la raison impérative d'intérêt public majeur, c'est aussi que lorsqu'il y a une DUP, alors ça c'est l'administration centrale du ministère qui pourrait vous donner plus de détails, mais il y a ce qu'on appelle, alors c'est un peu ancien au ministère, mais en même temps c'est quand même très, très, très solide, c'est ce qu'on appelle le calcul d'une valeur socio-économique actualisée nette. Et cette valeur est positive, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des impacts environnementaux qu'on peut chiffrer, mais il y a aussi des valeurs positives sur l'amélioration de la qualité de service, sur la réduction du temps de trajet et aussi sur la réduction des nuisances pour les riverains actuels de la RN 126. Voilà. Et il faut savoir que lorsque le ministère des Transports calcule cette valeur actualisée nette, socio-économique, c'est challengé par les collègues de Bercy, si je puis dire, qui disent, bon, vous êtes un petit peu optimiste, alors on va prendre des taquets moins favorables. Bon, et le calcul, même péjoré, montrait toujours une valeur positive. Voilà. Donc ça, c'est la raison impérative d'intérêt public majeur. Et l'absence de solution alternative satisfaisante a été également communiquée à la commission d'enquête préalable à la DUP, avec la solution ferroviaire n'a pas exactement le même tracé, les temps de transport ne sont pas là. Et il y a eu aussi l'étude de solutions routières alternatives qui était de prendre l'actuel RN 126 et soit de faire la 2x2 voies sur place, mais avec d'énormes impacts sur les maisons existantes, puisque à plusieurs endroits l'urbanisation s'est développée le long de la RN 126, ce qui est normal, ou alors en faisant une série de déviations, ce qui aboutissait à des travaux coûteux à faire sur une durée longue et avec pas forcément un niveau de service amélioré très consistant. Voilà, donc nous avons fait notre travail en conscience et en réalité, nous pensons qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai proposé dans ma casquette protection stricte des espèces la décision de dérogation au préfet du Tarn, c'est que non seulement il me paraissait qu'il y avait une stratégie de compensation robuste, mais aussi que les 2 premiers motifs, avant qu'on parle d'espèces, les 2 premiers motifs d'une dérogation sont présents. Voilà. Et vous avez bien fait de le rappeler, validé par le Conseil d'État. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Eroni. Merci. Monsieur Berg, à propos de la sécurité routière, la 69 présentée par beaucoup, par les pro-autoroutes, nous allons dire, est présentée comme présentant une plus grande sécurité routière et étant moins accidentogène qu'une nationale. Les accidents les plus graves sont dans les agglomérations et les départementales. Dès 2014, vos services ont prévu, dans un rapport sur la construction de l'autoroute, une augmentation très importante du trafic de poids lourds, 300% pour la RD 85, reliant Castres à Revel via Dournes, Sorèze, et sur la RD 84. La DREL alertait également sur le retour de véhicules dans les centres-villes de Soile et de Puylaurens, avec des embouteillages prévus, car les trajets locaux ne se feront pas sur la 69, car beaucoup trop longs et beaucoup trop chers. Ceux qui ne pourront pas payer l'autoroute devront prendre une nationale dégradée avec 12 ronds-points, qui n'existent pas aujourd'hui. Pensez-vous que cela soit compatible avec la baisse de l'accidentologie? Lors de l'audition du 21 mars, M. Fred, maire de Saint-Germain, a spécifié « Il faudra tout de même que certains camions soient autorisés à travers les villages de Soile et de Puylaurens, car une fois qu'il y aura l'autoroute pour aller à Toulouse ou à Castres, il n'y aura pas d'autre solution. » Alors que les déviations étaient présentées lors de leurs ouvertures
comme permettant de diminuer l'accidentologie dans les centres-villes, le nombre de poids lourds et la pollution pour les habitants. Qu'en pensez-vous? L'ADREAL aurait changé d'avis sur ses propres études et ses données entre-temps, depuis 2014. Merci. Alors écoutez, ce point est conclu. Voilà, dans l'argumentaire et dans les propositions que j'ai faites à Monsieur le Préfet du Tarn en conscience, il y a effectivement la raison impérative d'intérêt public majeur qui s'appuie notamment, pas que, je viens de l'expliquer, sur l'amélioration du service rendu. Dans l'amélioration du service rendu, il y a effectivement la réduction de la sécurité routière, mais il y a aussi la réduction des pollutions en termes de bruit, de qualité de l'air vers les habitations riveraines. Personne n'ignore qu'il y a 2 sections de la RN 126 aujourd'hui où l'urbanisation s'est développée. Et donc, vous avez des personnes qui habitent sur une nationale, donc qui passent devant chez eux. Et donc, de fait, quand on réalise une infrastructure de cette nature, on réduit les nuisances pour les riverains de cette infrastructure existante. Ça, c'est une constante. En matière d'accidentalité routière, l'accidentalité, elle est présente, mais n'est pas non plus excessivement anormale. Je crois qu'en une dizaine d'années, il y a une 40aine d'accidents et une dizaine de morts. Bon, c'est toujours trop. C'est toujours trop pour les familles victimes. Et ça reste un élément de l'amélioration du service rendu. Voilà. Alors, il faut rappeler que il faut peut-être rappeler de manière résumée, de manière succincte, que lors de l'enquête publique sur la DUP, il y a eu effectivement un certain nombre d'observations sur l'interaction entre le projet d'infrastructure neuve et le fonctionnement de la RN 126, qui a vocation à devenir une route départementale. Donc je rappelle quand même les réserves qui ont été levées par des initiatives qui ont abouti à amender le projet, ce qui est aussi, je trouve, très intéressant au vu du fonctionnement de ce que c'est qu'une commission d'enquête publique, où le public s'exprime. La commission d'enquête on parle souvent d'instances nationales, mais moi je tire mon chapeau aux commissaires enquêteurs et aux présidents des commissions d'enquête qui font un gros travail d'écoute et de présence en mairie, enfin avec des horaires pour que chacun puisse venir s'exprimer. Et il y avait 3 demandes de fait qui ont été toutes les 3 honorées. La première, c'était d'éviter sur Verfeil que l'autoroute soit parallèle à la départementale 20 qui a été construite il y a quelques années par le département de la Haute-Garonne. Et finalement, donc, en termes de modération de la consommation foncière, le parti qui a été pris avec l'accord du conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est que finalement l'infrastructure utilise le RD 20. Et comme c'est aujourd'hui une déviation gratuite de Verfeil, que ça reste gratuit en mettant un point d'échange à l'est de Verfeil, un demi-point d'échange, pour que ça reste gratuit. Voilà. Donc ça, c'est un premier amendement qui me paraît aller dans le bon sens. Le deuxième amendement, c'était de demander un point d'échange à Morins-Scopon pour desservir Lavore, Revel et Toulouse par l'ancien tracé de la nationale 126 qui est déjà déclassé depuis longtemps, qui appartient depuis longtemps au département de la Haute-Garonne. Et le troisième point, j'y viens, c'est ce que vous évoquez à l'instant, c'est d'améliorer la prévention du retour des poids lourds dans les centres-villes de Soile et de Puylaurens. Donc, au-delà du barreau prévu pour aiguiller les poids lourds qui viennent du nord et de l'ouest de Puylaurens vers la déviation qui a vocation à être intégrée à l'autoroute, ce sont des travaux qui ont été débattus dans le prolongement de la DUP avec les deux maires et avec le département aussi, puisque dans les centres-villes de Soile et de Puylaurens, c'est maintenant le département qui est à la manœuvre, qui est propriétaire de ces emprises routières, pour améliorer finalement la sécurité des riverains, les franchissements piétons, tout en intégrant, j'ai regardé les comptes rendus de réunion, tout en intégrant quand même la question de la fluidité de la circulation pour les habitants. C'est-à-dire pas non plus faire quelque chose de tellement rétréci que ça devienne invivable pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours à cet endroit-là. Voilà, je pense que la configuration du projet, elle a vraiment été étudiée de près pour que le trafic s'écoule au mieux, avec effectivement un partage entre un trafic de transit qui prend l'infrastructure de longue distance, un trafic local de dessert qui nécessairement utilisera le réseau secondaire. Merci. Plus d'autres questions ? Madame la rapporteure, si vous voulez prendre un mot. Non, mais écoutez, je crois qu'avoir posé, enfin en tout cas sur les questions qui n'ont pas été traitées, d'y répondre évidemment par écrit. Juste une précision par rapport à la VANESE dont vous faisiez état tout à l'heure. Ça va faire l'objet d'échanges que nous aurons dans le cadre d'auditions dans le volet socio-économique et socio-économique. Et je ne suis pas complètement certaine de partager votre avis sur le sujet, mais vous le découvrirez si vous écoutez les prochaines auditions. Je vous y invite parce que vous probablement pourriez découvrir
certaines choses qui n'ont pas été portées à votre connaissance. Juste un dernier point, parce que je souhaitais quand même que les choses soient claires. Tous les documents qui vous sont demandés dans le cadre de cette commission d'enquête le sont dans le cadre de cette commission d'enquête et parfaitement légitime. Donc je ne m'écarte jamais du cadre de la commission d'enquête pour vous demander ces documents. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont toujours un lien avec les conditions juridiques et financières de la commission d'enquête telle que la proposition a été adoptée par notre droit de tirage. Et je vous remercie pour votre participation et puis les réponses claires d'aujourd'hui et celles à venir par rapport au questionnaire. Merci, messieurs les directeurs. Merci pour la pertinence des propos, la précision aussi également de ceci. Peut-être qu'on vous demandera de réintervenir, monsieur le DREAL, dans le cadre du prochain volet que nous allons avoir dans le cadre de cette commission d'enquête. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Monsieur le DDT, bon retour dans le Tarn et à très bientôt. Et merci encore une fois de votre présence aujourd'hui à cette commission d'enquête. Au revoir. Nous restons à votre disposition.